d'introduction sur l'entreprise, ensuite sur la RPA, donc le sujet principal. Après, on va voir les étapes d'une initiative d'automatisation, puis le rôle des business analysts dans ces initiatives, et puis ensuite un aperçu des différentes technologies complémentaires donc, qui amènent jusqu'à l'hyper-automation. Donc, je la refais courte cette fois. Voilà. Donc, Boidac, c'est une entreprise qui est spécialisée dans... C'est pas grave, c'est pas grave. Boidac, c'est une entreprise qui est spécialisée dans l'automatisation et on fournit ce genre de service donc, qui représente bien tout ce qu'il y a autour de l'automatisation. Donc, ça veut dire de l'identification de processus jusqu'à... Ah, c'est bon, on est bon. Jusqu'à les automatiser et puis ensuite les exploiter. Donc, ça veut dire il faut faire de la maintenance sur les robots et puis aussi former du personnel à leur utilisation. Et puis autour, fournir un peu de conseils autour de la gouvernance, de comment gérer une telle initiative, de l'architecture informatique, etc. Voilà. Donc, ceci étant dit, on recommence pour de vrai. Si jamais, nous, on ne le voit pas, on a pu faire oui, mais par contre, toi, tu ne vois pas toute la présentation, c'est ça? Petit problème là. C'est bien. Parce que si on fait escape. Parce que moi, le problème. Oui, mais c'est le sien. Mais je crois que c'est un autre écran. Donc, comme c'est sur l'écran, il doit nous tirer, je pense. Parce que tu vois, il faudrait que j'arrive là-dessus, mais je n'arrive pas là-dessus. Oui, il est tendu. Je ne sais pas comment il est. Vous arrivez à vous mettre en Windows P et puis dupliquer. Ah, mais en fait, on va faire comme ça. Display setting. Duplicate slideshow. Et là, le edit. Et là, OK. Voilà. Share screen. Et là, on ne peut plus. Ah, bah si. C'est ça. Parce que là, il le voit plein de présenteurs. Alors. Non, et à l'écran, là, sur le. Non. Ouais, alors, j'arrive. On va y arriver. Hop. Il y a tout qui lag. C'est un peu la difficulté des événements hybrides. C'est bon signe. Voilà. OK. Donc là, vous voyez à l'écran. On va faire comme ça. Voilà, comme ça. Et là, on y est. Exactement. Et voilà. Yes. Il n'y a plus de message photo. Bon, maintenant, je vous promets de rendre ça intéressant. Voilà. Alors, en fait, quel est le problème qu'on règle avec l'automatisation? Parce que la RPA, c'est une technologie d'automatisation, hein, mais il y en a beaucoup d'autres. Quel problème qu'on règle? C'est qu'on regarde, plus on avance dans le temps, plus il y a de systèmes informatiques qu'on utilise. Sur ce slide, on voit il y a le département de vente, il utilise Salesforce, support un autre logiciel, etc. Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'ils n'utilisent pas chacun un seul programme, il y a vraiment des croisées. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il faut reporter de l'information d'un programme à un autre. Et puis ça a plusieurs désavantages, en fait, de devoir passer comme ça. Si là, ça va bien marcher. Voilà. Donc, le problème, en fait, c'est qu'on emploie une force de travail qualifiée pour faire des tâches qui n'ont pas vraiment de valeur ajoutée. Donc, de la mise à jour de données, de la conciliation, de la réconciliation. En fait, c'est que des chiffres, il n'y a pas besoin de réfléchir. On doit vérifier si c'est juste ou si c'est faux. Et puis, le problème, c'est que si on alloue ces personnes à ces tâches, il y a une mauvaise allocation du temps de travail. C'est un délai sur les traitements parce que tout ça, ça prend du temps à traiter. Il y a des risques d'erreur. Hein, quand on fait du copier-coller d'un endroit à l'autre, on ne fait pas toujours juste. Et puis, finalement aussi, ça a un impact sur la motivation des employés à faire ces tâches qui ne sont pas très intéressantes et qui sont répétitives. Donc, pour régler ce problème, ce qu'on dit, c'est qu'on va, à ces employés qualifiés, leur assigner une force de travail digitale. Et puis, qu'est-ce que c'est la force de travail digitale? En fait, c'est un mix entre de la RPA, de l'intelligence artificielle et puis aussi des outils d'analyse qui peuvent interagir avec quasiment tous les systèmes IT au monde.
et donc ce qui permet d'automatiser de plus en plus de processus. 80%, ça arrivera peut-être un jour, mais on n'y est pas encore. Alors, moi, j'aime bien présenter ça pour dire quelle est la différence entre la robotique et puis l'IA. En fait, la robotique, ça fait les actions, c'est bête. On lui apprend à faire des actions, mais il ne sait pas réfléchir pour les faire. Et puis l'intelligence artificielle, c'est pour amener des données, des inputs, et puis aussi, dans certains cas, pouvoir aussi prendre des décisions. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on va surtout se concentrer sur la robotique. Alors ici, qu'est-ce que c'est un robot? Comment ça fonctionne? Je vous ai mis sur le côté, c'est les principaux éditeurs logiciels. UiPath, Automation Anywhere, Blue Prism, et puis maintenant Microsoft qui arrive avec Power Automate. Donc vous allez de plus en plus en entendre parler, à mon avis. Ça se démocratise. Et puis en fait, qu'est-ce que ça fait un robot? Ça imite les actions d'un utilisateur sur un ordinateur, simplement. Donc on va prendre l'interface utilisateur, il sait cliquer sur des boutons, il sait copier-coller du texte, etc. Ce qui est pratique, c'est que d'avoir un robot qui travaille avec soi, c'est comme d'onboarder en fait un nouvel employé, un assistant. Et donc à ce robot, on va lui donner un login Windows et on va lui donner aussi un accès aux différentes applications. Le côté pratique par rapport à un stagiaire ou à un collaborateur, c'est que ça peut travailler toute la journée et toute la semaine. Et puis que ça prend, en fait, vu qu'on passe par l'interface utilisateur pour faire de l'automatisation, beaucoup moins de temps à développer que si on le faisait avec du code pur. Et puis au final, ces robots, ce n'est pas des boîtes noires non plus. On sait vraiment qu'est-ce qu'ils ont fait, quand est-ce qu'ils l'ont fait. Donc par exemple, pour des banques qui ont des audits, par exemple, il y a vraiment moyen de retracer tout ça. Donc au final, la bottom line, c'est de dire que c'est vraiment une technologie qui se met facilement en place et puis qui va apporter un impact opérationnel assez rapidement. Voilà. Donc, moi, pour vous illustrer ça, j'ai une petite vidéo d'un robot en action. Pour information, cette vidéo, elle est ralentie, parce que si on travaille à la vitesse du robot, on ne verrait pas ce qui se passe. Par contre, le robot ne peut pas travailler plus vite que l'application. Ça veut dire que c'est une application qui charge quelque chose 2 secondes, le robot doit attendre 2 secondes. Alors ici, c'est le cas en fait, où on va essayer de rechercher des faillites et puis voir si nos clients ne sont pas en faillite. Donc, le robot, on lui dit ouvre Internet et puis va sur le site de la FOSC, ici c'est la CHAB en allemand, et puis là, il va renseigner la recherche sur le site Internet. Donc, il choisit concours, ce qui veut dire faillite, pour les entreprises, et puis là, on lui a demandé de le faire pour les entreprises des cantons romans. Une fois que ça, il clique sur rechercher, il y a un résultat structuré qui apparaît, et puis on voit qu'à chaque ligne de résultat, il y a un PDF. Alors, on va dire au robot ouvre le PDF, et puis l'information est toujours aussi structurée de la même manière dans le PDF. Donc, on va lui dire extrait cette information, puis maintenant, mets-la dans un fichier Excel. Donc, on voit, il y a le nom de l'entreprise et puis en fait son adresse. Une fois qu'il a fait cette liste, il peut la prendre comme base pour aller faire une recherche dans le CRM, donc dans le système interne de l'entreprise. Regardez, est-ce que je n'ai pas des entreprises qui ont le même nom et puis qui ont la même adresse? Et si c'est le cas, remplis-moi dans l'Excel qui est le Relationship Manager qui est responsable de ce client. Alors ici, c'est magique, il y a toutes les entreprises étaient clientes de la banque, par exemple. Et puis en plus, on lui demande, mais dans cet Excel qu'on a mis dans le CRM que ces entreprises étaient en faillite. Et finalement, le robot, il va envoyer à chaque Relationship Manager une liste de ses différents clients qui sont en faillite. Et donc, pourquoi? Parce qu'il a 30 jours pour prendre des mesures s'il doit de l'argent à l'entreprise, etc. Donc, ça permet à l'entreprise, à la banque, à l'assurance, d'être à jour. Donc ici, on est sur un processus qui prenait environ 3 heures, une fois tous les 2 jours, à un employé de la banque, donc qui allait vraiment faire cette recherche Internet. Il faisait exactement ce qu'on a vu sur la vidéo. Et puis là, on passe de 3 heures tous les 2 jours à en fait un robot qui va se mettre automatiquement en marche tous les matins et qui va faire la même chose en 20 minutes. Tout ça, ça tourne sur une machine virtuelle, donc on ne voit pas ce qui se passe. Et puis finalement, le résultat, c'est quoi? C'est que les Relationship Managers, ils reçoivent leur email comme d'habitude, et puis ils peuvent prendre les actions comme d'habitude, mais on a économisé, s'il fait une fois tous les 2 jours, voilà, 6 et 9 heures par semaine. Donc voilà, pour vous montrer, il faut voir combien ça coûte 6 à 9 heures d'un employé dans une banque, mais pour vous montrer, on arrive sur des choses comme ça qui sont des processus assez simples à économiser beaucoup de temps. Voilà. Alors, ce robot cette démonstration nous a montré ce qu'un robot pouvait faire, mais là, je vous ai remis une liste. Donc, en fait, il peut faire tout ce que nous, on peut faire en termes d'interaction avec un ordinateur, et puis encore plus, il peut faire des calculs plus rapidement, il peut se connecter à des API. Par contre, de nouveau, il ne peut pas réfléchir. Ensuite, on peut automatiser
beaucoup de processus, mais il y a quand même des critères à respecter. Donc, le premier, comme j'ai dit, le robot, il est bête, donc il faut que le processus soit fondé sur des règles et puis que ces règles, elles soient claires. Après, dans chaque processus, on sait qu'il y a des exceptions, on sait apprendre au robot à gérer ces exceptions, mais si vous avez un processus où il y a trop d'exceptions, bah, c'est peut-être pas celui-là qu'il faut automatiser, ou il faut revoir votre processus avant de l'automatiser, en fait. Donc, des règles, pas de jugement humain. Des données structurées ou partiellement structurées, hein, là, on a vu, c'était très simple dans le PDF, c'est toujours écrit de la même manière. Donc, on lui dit, bah, ligne 1, tu mets là dans l'Excel, ligne 2, tu mets là dans l'Excel, etc. À partir du moment où c'est partiellement structuré, là, on peut faire appel à de l'intelligence artificielle qui, par exemple, il sait lire des factures, et ça peut être donc des factures de fournisseurs différents qui ne mettent pas toujours l'information au même endroit. Et puis là, l'intelligence artificielle, elle va aider à reconnaître quel est le champ du montant, quel est le champ de l'adresse, etc. Mais donc, pour le basique, on a vraiment besoin de données structurées. Un volume de transactions élevé. Pourquoi? Parce qu'on cherche à économiser du temps aux collaborateurs. Donc, s'il n'y a pas beaucoup de cas par année ou de cas par semaine ou de cas par mois, voilà, en fait, on va payer une automatisation qui ne sert pas à grand-chose. Donc, ça, c'est aussi un bon indicateur. Après, il y a d'autres critères. Je vais revenir par la suite là-dessus. Mais un critère, ça peut par exemple être sur de la qualité. Sur un processus où on ne peut pas faire d'erreur, d'avoir un robot, on s'assure que tout va être correct. Un autre indicateur, c'est plus il y a d'applications qui sont prises en compte dans le processus, plus il y a de bonnes chances qu'on fasse des copier-coller de ces applications et donc que ça vaille la peine de mettre un robot en place. Et puis finalement, un critère un peu plus technique, il faut que les systèmes ils soient stables et fonctionnels. Donc ça veut dire que si un robot il attend toujours 20 minutes que l'application elle démarre, on ne fait pas une très bonne utilisation de ce robot. Et puis finalement, il n'arrive peut-être même pas à exécuter le processus. Et aussi des applications rarement mises à jour. Pourquoi? Parce que vous aussi, comme un humain, alors tout à coup, sur cette page Internet, on va dire qu'il y a une nouvelle page supplémentaire entre deux qui se met. Alors vous devez apprendre que vous regardez, vous réfléchissez, puis vous arrivez à dire je dois cliquer sur ce bouton, puis après je reviens à la suite. Le robot, il ne sait pas. Donc à ce moment-là, il va falloir lui réapprendre qu'il y a une page entre deux. Et donc, si vous avez des applications qui sont souvent mises à jour, ça veut dire que le robot, il faudra souvent faire de la maintenance dessus, en fait. Et puis ça va un peu tuer votre rentabilité. Voilà. Les domaines d'application, donc dans chaque entreprise, il y a ces départements maintenant, comptable, RH, IT. Et puis, c'est là-dedans où on va trouver le plus de cas potentiels. Donc après, en comptabilité, ça fait vraiment beaucoup de cas, mais c'est beaucoup de la réconciliation, par exemple. En RH, j'ai un petit exemple juste après qui va vous montrer comment est-ce qu'on fait de l'onboarding de nouveaux employés. Et puis, en IT, ça peut aller de migrer des données d'une ancienne application vers une nouvelle, de faire des resets automatiques de mots de passe, et j'en passe. Voilà. Il y a vraiment plein de possibilités. Il y a des bibliothèques de processus types qui existent. On a des usual suspects, mais finalement, dans une entreprise, quand on va montrer la présentation, puis qu'on se dit OK, qu'est-ce que dans vos tâches vous avez de répétitif, tout à coup, il y a beaucoup d'idées qui viennent. Voilà. C'est pour ça que je ne m'attarderai pas sur 1000 exemples en particulier et que je vous donne celui-ci. Donc ça, c'est vraiment pour onboarder des nouveaux employés. Et qu'est-ce qu'il fait le robot là? Donc lui, il va se loguer sur une première plateforme en fait, qui va lui donner les PDF que les nouveaux employés ont remplis avec leurs données personnelles. Et donc, il va en fait télécharger ces différents PDF sur l'ordinateur. Donc là, on voit, il les a enregistrés. Et puis après, il va les ouvrir un à un. On voit ici comment est-ce qu'ils sont remplis. Alors, ces documents, ils sont remplis de manière informatique. On voit, c'est de la machine à écrire dedans. Donc là, le robot, il arrive à lire ce qui se passe. Si c'était fait manuellement, il faudrait prendre une autre technologie pour lire ça. Et puis après, qu'est-ce qu'il fait? Là, il s'est logué dans SAP. Et puis, on voit, au fur et à mesure, en fait, il va aller prendre les différents champs qu'il y a dans les différents PDF et puis tout simplement les remplir dans les champs analogues du côté SAP. Donc, si vous êtes une entreprise qui a un gros turnover, beaucoup d'employés, ça économise quand même pas mal de temps au département RH. Voilà. Je ne vais pas aller au bout de la démo parce qu'il ne fait que remplir des champs jusqu'à la fin. Est-ce que pour vous, jusqu'à maintenant, c'est clair? Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas? C'est tout bon? Alors, magnifique, on continue. Pourquoi est-ce qu'on fait de l'automatisation? Donc, je l'ai dit avant sur la mauvaise allocation du temps de travail. Donc, qu'est-ce qu'on cherche à faire avec l'automatisation? D'abord, c'est d'avoir un levier d'exploitation. Ça veut dire que cette personne qui faisait la recherche des faillites
3 fois par semaine pendant 3 heures, bah, maintenant, il a 6 à 9 heures de plus par semaine pour faire autre chose. Donc, on arrive à faire plus avec le même nombre de ressources humaines. Sur le long terme, et je dis bien sur le long terme, ça amène à de la réduction de coûts. Alors, on a vu des grosses banques comme Crédit Suisse, UBS, et puis par exemple même la Suva l'a fait. Donc, on automatisait pas mal de choses et puis qu'après, on renvoyait pas mal de gens. Donc, eux, ils avaient malheureusement des objectifs de réduction des coûts. Mais on arrive rarement à prendre 100% du travail d'une personne. On va lui prendre 20%, 30%, à droite, à gauche, etc. Et en fait, pourquoi est-ce qu'il y a de la réduction de coûts sur le long terme? C'est qu'au long terme, quand les personnes elles partent à la retraite, bah, les quelques tâches qui leur restaient, on peut les redistribuer sur du personnel, puis on n'est pas obligé forcément de rembaucher une personne derrière. Donc, au début, vous avez une réduction de coûts parce que vous n'avez pas besoin d'embaucher plus, mais sur le long terme, vous avez une réduction de coûts parce que bah, les ressources qui sont parties, elles ne sont pas forcément remplacées. Voilà. Réduction du risque opérationnel, bah, ça c'est lié au risque d'erreur qui diminue. Attractivité pour les employés, donc qui ne font pas ces tâches rébarbatives. Et puis, ben, ça a aussi un impact, on va dire, financier parce que le turnover, il a un certain coût. Donc, quelqu'un qui part parce qu'il n'est pas heureux dans son job, ben, c'est un coût pour l'entreprise. Quand on parle de solutions tactiques innovantes, ça peut être pour faire une migration. Donc, c'est un robot one-shot. On va l'utiliser pleinement pendant 2 semaines et puis après, on va le mettre à la poubelle, mais ça coûte peut-être moins cher que de le faire d'une autre manière. Chemin vers l'IA pour préparer des données, par exemple. Et puis, les 2 derniers points, rapidité d'exécution des tâches. Voilà. Quand par exemple, il y a eu les demandes d'allocation pendant la période Covid, ben, il y en a qui ont attendu très longtemps avant de les avoir, leur réponse à ces demandes. Donc, nous, pour un des clients, ben, on a automatisé cette tâche et puis ben, tout à coup, la réponse est arrivée dans la journée. Voilà. Et puis, disponibilité 24/7, vous allez le voir à la fin avec en fait, l'aide de chatbot. Ben, on arrive à fournir des informations à un client, même la nuit, par exemple. Alors, à la fin, il y aura un petit quiz avec quelque chose à gagner, je crois, Minéa. Hein. Oui, on aura des prix comme des entrées pour nos événements. Voilà. Donc, soyez attentifs. Moi, je mets les questions qui sont en rapport à la session, donc à la fin. Puis à la fin, il y aura toutes les questions que vous pourrez répondre. Donc là, quels sont les critères pour identifier les processus automatisés? Et puis, citer 4 tours possibles d'une stratégie d'automatisation. Oui, Claude? Pour répondre en présentiel, c'est bien qu'on se logue avec notre téléphone, c'est ça? C'est Minéa qui va expliquer la procédure. Téléphone, il suffit, on vous montrera l'URL. Okay. Voilà. Donc, à la fin, on vous donnera un URL sur lequel vous n'aurez qu'à rentrer ensuite vos réponses une fois que vous serez sur la page. Voilà. Toujours pas de questions, c'est clair? Je suis fort. Hein. OK. Alors, comment est-ce que ça se passe une initiative d'automatisation? La première étape, bah, alors dans les entreprises, on aime bien faire des proof of concept pour s'assurer que ça marche. Moi, je peux vous dire qu'avec le temps, j'ai plus besoin d'un proof of concept pour m'assurer que ça marche sur les applications d'un client. Il y a des rares cas où il faut quand même vérifier, mais comme ça permet à l'entreprise d'avoir une première expérience avec les RPA et puis ensuite d'avoir un démonstrateur tant pour le management que pour les autres employés, et donc qui va permettre de leur dire « Ah, mais je m'imagine bien utiliser cette technologie ». Donc, on fait un proof of concept, et puis à ce moment-là, on va essayer aussi de détecter le potentiel d'automatisation. Donc, ça veut dire d'aller vers les différents départements et puis de regarder qu'est-ce qui pourrait être automatisable chez eux, et puis de quantifier les retours d'économie de temps, de réduction d'erreurs, etc. Et là-dessus, on va pouvoir construire un business case. Donc, ça veut dire en voyant les processus, on sait à peu près combien de temps ça met à développer, donc combien ça va coûter à développer, que ce soit en service ou en logiciel, après, en licence. Et puis, on sait combien de temps ça va ramener. Et donc, je vais vous montrer après un petit tableau. Et donc, on arrive à valider le retour sur investissement vers le management en faisant cette étape on appelle ça un process discovery. Hein. Et puis, une fois que le POC a bien marché, que le potentiel a l'air là, on se dit, bon, on va se lancer dans l'automatisation. Et qu'est-ce qui est très important dans cette première phase, c'est d'établir une gouvernance pour savoir comment va fonctionner le programme, donc qui amène les idées, qui exécute les robots, qui fait la maintenance, etc. etc. Donc, c'est important, ça, dans ces premières phases. Dans la deuxième phase, en fait, on va commencer à mettre en œuvre les automatisations qui ont été détectées en potentiel. Donc, on automatise de plus en plus. On va habiliter les employés, que ce soit pour utiliser les robots,
pour identifier d'autres processus ou encore pour faire de la maintenance, hein, s'il y a un service IT qui pourrait faire le premier niveau de maintenance. Et puis, donc Run Management, on va aussi mettre, voilà, on va essayer de faire un contrat de maintenance avec le partenaire pour être sûr que quand il y a un robot qui est en panne, ben, on puisse intervenir dans un bon temps. Parce qu'un robot, moi, par exemple, dans une banque, un robot qui traite les paiements, le jour où il est cassé, il faut que dans la demi-journée, il y ait quelqu'un qui soit intervenu. Parce que sinon, le métier doit tout reprendre ça. Puis quand le métier n'a plus l'habitude depuis 6 mois de faire les paiements, ça leur fait mal. Donc ça, c'est aussi important de bien gérer ça par rapport à la criticité des robots, en fait. Et puis, c'est à ce moment-là, on va pouvoir commencer à penser aux technologies complémentaires que je vous ai mis à côté. Et puis, la dernière phase, c'est la phase de démocratisation. En fait, c'est là où on rentre dans le citizen development. Donc, ça veut dire qu'on va donner des outils de création de processus à automatiser qui sont simples à utiliser, du drag and drop, pour qu'en fait, les employés eux-mêmes ou des champions dans une team puissent faire leurs propres automatisations, peut-être pas sur un processus long et complexe avec beaucoup d'exceptions, etc., mais plutôt sur des tâches. Donc voilà les 3 étapes principales. Comme j'ai dit, à partir de la 2e étape, on innove avec d'autres technologies. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure voilà, d'identifier le potentiel. On va faire un process discovery workshop. Ça veut dire comment ça se passe. Normalement, on fait ce type de présentation dans l'entreprise pour que les gens ils comprennent ce que c'est la robotique, comment ça fonctionne, et puis qu'ils commencent à se faire une idée de quel processus pourrait être automatisé chez moi. Puis après, on va faire un inventaire des processus qui semblent être automatisables. Et puis la première question à se poser, en fait, c'est est-ce que la RPA, c'est la meilleure chose à faire? Est-ce que c'est la meilleure technologie pour automatiser? Parce que peut-être que le processus, comme j'ai dit, il a trop d'exceptions, il ne s'y prête pas. Et puis, il faut le rendre plus lean avant. Donc, avant d'automatiser un processus qui n'est pas lean, on essaie de le rendre lean. Voilà. Et puis, il y a aussi d'autres options qui existent, hein, comme automatiser avec des API ou comme, par exemple, acheter des solutions en fait prêtes. Et donc, je sais pas, une solution pour faire de la facturation, une solution pour faire du KYC hein, dans les banques. Hein, donc, ça veut dire analyser le background des clients. Il y a des applications dédiées. Et peut-être, des fois, ces applications dédiées, elles font plus de sens que les RPA. Qu'est-ce que les RPA amène? C'est que c'est un outil qui est flexible et qui va permettre tant d'automatiser quelque chose pour le département comptable que pour le département IT. Parce qu'une solution propre ne ferait pas. Donc, une fois qu'on s'est assuré que c'est vraiment vers la RPA qu'il faut aller, on va aller vers cette 3e étape qui est en fait simplement une évaluation qui cherche à dire qu'est-ce qu'on va avoir en retour et puis quelle est la complexité de développement. Et donc, on arrive à ce tableau où en fait, on va commencer à automatiser les quick wins. Donc, c'est ce que vous voyez sur le coin en haut à droite, chez vous aussi, hein, ouais, aussi chez vous à droite. Et puis, ça veut dire qu'on va pas mettre beaucoup d'efforts automatisés, mais on va avoir beaucoup de retours. Et puis, plus on avance dans le temps, plus on descend dans le tableau. Voilà. Tout à l'heure, je vous ai dit, le principal indicateur, c'est le temps qu'on va gagner. Puis finalement, c'est le temps fois le coût de l'employé. Mais on a aussi d'autres paramètres, hein, donc comme la réduction du taux d'erreur, la satisfaction des clients, etc., etc. Et donc, si on veut aller plus loin, nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fait des critères d'évaluation, on va dire, multicritères. Et puis, on met des poids par rapport aux objectifs de l'entreprise pour les aider justement à décider avec quel processus commencer. Et puis, au niveau du retour sur investissement, donc d'un point de vue financier, et donc là, je vous présente un cas, est-ce que c'est celui-là? Oui, là, je vous présente un cas réel. En fait, on a automatisé juste du rappel de factures, donc d'un hôpital qui rappelait aux assurances de payer les factures. Donc, il y avait 4 personnes qui faisaient ça. Et ces 4 personnes qui faisaient ça, en tout, ça prenait 0,83 équivalent temps plein. Donc, c'est quasiment comme s'ils avaient une personne qui faisait que du rappel de facture. Et le truc bête, hein, vous avez oublié de payer cette facture, merci de nous la payer. C'est tout. Donc, le temps économisé, c'est donc 0,83 ETP fois ce que ça coûte. Ça fait une économie virtuelle de 133 000 francs par année. Derrière, il y a du développement. Donc, on va développer le robot. Ici, je le sépare en 2 parties. Pourquoi? Parce que le métier, il arrive souvent avec des spécifications, on explique comment ça fonctionne, etc. Puis on fait tourner le robot, puis au bout de 2 semaines, on se rend compte que il ne nous avait pas dit que ce cas-là, il pouvait arriver. Puis il ne nous avait pas dit que ce cas-là, il existait. Donc, c'est pour ça qu'un robot, il y a souvent une phase d'adaptation après qu'il y a à faire. Le premier développement, alors sur le cas des faillites, c'est assez simple, mais sur d'autres choses, ça demande à chaque fois de refaire quelques fonctionnalités supplémentaires.
Donc ça, c'est un coût unique. Et puis après, dans les coûts récurrents, on a les frais de licence. C'est assez compliqué, les licences. Mais pour vous expliquer, on a des robots attended qu'on va voir travailler sur l'écran de l'ordinateur. Donc là, on le lance à la main et puis il prend l'écran de l'ordinateur et puis il travaille. Unattended, qui fait la même chose mais sur une machine virtuelle. Donc, on ne voit pas ce qui se passe. On peut continuer à utiliser son ordinateur. On a juste besoin de lancer le robot. Il se lance peut-être de manière automatique parce que c'est une heure de la journée, parce qu'il a reçu un mail, parce qu'il y a une update d'une liste Excel. Et puis après, on a un orchestrator pour gérer tout ça. On a un environnement de développement aussi. Donc, les licences peuvent être assez compliquées, mais pour commencer, à 5 000 francs par année, vous en sortez. Mais vous faites, pour une grosse entreprise, ça ne suffira pas. Vous êtes une petite fiduciaire qui veut automatiser quelque chose, 5 000 francs de licence par année, vous en sortez. Et puis, finalement, dans le coût d'exploitation, nous, c'est ce qu'on appelle support et maintenance. Donc, une application a changé, le processus a changé, il y a un problème de connexion, donc il faut compter entre 10 et 20% du coût du robot chaque année pour le maintenir. Et donc, on voit à la fin, on arrive à une économie de nouveau virtuelle la première année de 86 000 francs et la deuxième année de 121. Parce que la logique est logique, là, vous comprenez. C'est tout. Si vous, les BA, vous devez des fois justifier des choses comme ça. Non, pas trop. Très souvent, oui, au début d'un projet. Et ben voilà. C'est un business case. C'est exactement. Donc, on est totalement dans la cible. Ensuite, un projet de développement, comment ça se passe de manière un peu plus précise? C'est la première étape, workshop de discovery, on regarde large, on prend ce qui a l'air d'être le plus intéressant. Deuxième étape, là, le business analyst intervient. Donc, il va aller vers le métier, il va se mettre derrière l'ordinateur, il va me dire comment tu exécutes ce processus. Et donc là, il va essayer de comprendre comment le fait l'employé pour pouvoir ensuite l'expliquer au robot. Et donc là, c'est important d'avoir toutes les règles, toutes les exceptions, et donc vraiment d'être le plus précis possible pour guider le développement. Ensuite, le développeur, il part de son côté, il fait son travail, et puis une fois qu'il a une première version, il va pouvoir aller la remontrer au métier, lui montrer comment ça fonctionne, et puis là, le métier va dire « Ah, mais j'ai oublié ci, j'ai oublié ça », donc refaire des petites améliorations jusqu'à arriver à une phase de test. Donc là, de nouveau, on a besoin du métier pour qu'il prépare des données de test, et puis on va tester ça sur un environnement non productif, de nouveau pour s'assurer que le robot fonctionne comme prévu, et que quand on le lâche dans la nature, il ne fasse pas n'importe quoi. Une fois que c'est validé, on le déploie et puis on a remarqué en bas, il y a un peu une timeline. Tout ça, on va dire un processus moyennement complexe, c'est entre 2 et 3 semaines de boulot. Ça, c'est rapide. D'un point de vue plus général, je vous ai parlé tout à l'heure de la gouvernance. Et donc, la gouvernance, elle se fait comme ça un peu en 2 étapes. Ça veut dire, d'abord, on va déterminer les 3 gros piliers qui sont quel est l'objectif de mon programme d'automatisation, quelle est la structure organisationnelle que je veux mettre en place, et puis quelle est l'architecture IT que je veux mettre en place. Est-ce que c'est du on-premise, est-ce que c'est du cloud, est-ce qu'on est sur des robots attended, unattended? Donc, ça dépend vraiment des cas. Je peux vous donner l'exemple que le robot attended, il est très utile dans un call center. Quand vous appelez le TCS et que vous avez un problème et puis qu'il fait une vérification de couverture, au lieu d'aller chercher dans le système si vous êtes couvert, en fait, il met votre nom, puis le robot il va chercher à sa place. Donc là, au lieu de faire un appel de 5 minutes, vous faites peut-être un appel de 3 minutes, la personne elle peut se concentrer sur vous, et puis en attendant, il y a le robot qui travaille. Voilà. Une fois qu'on a déterminé ces piliers, on va aller sur vraiment l'opérationnalisation de cette stratégie. Et donc, comme j'ai dit, qui détecte les automatisations, qui les développe et qui les teste, qui les exploite. Ensuite, promouvoir la collaboration en machine. Donc, c'est vraiment d'expliquer comment est-ce qu'on va utiliser un robot de la bonne manière. Suivi des résultats. Donc, ça, c'est très important aussi de voir est-ce qu'un robot il est très utilisé ou pas, est-ce qu'il plante souvent ou pas. Donc, tout ça, des indicateurs pour pouvoir ensuite s'améliorer et faire en sorte que l'initiative elle soit pérenne sur le long terme et puis que ça ne parte pas dans tous les sens. Donc là, premier pilier, les objectifs, on les a vus tout à l'heure. Deuxième pilier, la structure organisationnelle. Alors, il n'y a pas besoin de forcément de tous ces rôles au début, mais c'est les bons rôles à avoir. Donc, il y a vraiment l'automation ou le RPA lead, donc qui est la personne qui est un peu chef de projet, qui connaît la technologie, qui connaît ses indicateurs, etc. Le RPA IT lead, donc c'est vraiment lui qui va faire les connexions, qui va donner le droit d'accès, etc. Le RPA ambassador, c'est celui qui va aller prendre la démo puis qui va aller montrer dans l'entreprise
regardez comme ça fonctionne bien, c'est beau. Est-ce que vous voulez des automatisations aussi, vous? Et puis, derrière, le RPA développeur, celui qui développe, Jean-Philippe. Voilà. Oui, alors faites-moi mon courrier un peu plus large. Mais... Voilà, alors beaucoup plus large. Le business analyst. Alors, chez nous, les développeurs, ils sont business analysts parce que ça permet vraiment de poser les bonnes questions au début en considération du développement. Il y a pas mal de cas où en fait, c'est des business analysts qui viennent avec des spécifications qui donnent à des développeurs. Nous, on pense que d'avoir l'un dans l'autre est beaucoup plus efficace pour nous et pour le client. Pardon. Oui. Je vais juste intervenir. Je pense que si c'est comme ça, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de programmation compliquée. Ça veut dire que j'imagine que le développement en RPA, c'est pas aussi. C'est une très bonne remarque, Miner. Ouais, c'est une très bonne remarque. Il y a tout. Ça va aller de plus en plus vers du pas compliqué, mais comme on parlait là juste avant avec Jean-Philippe, lui qui est un professionnel de Blue Prism, où voilà, c'est un peu plus comme du développement. Là, il faut avoir quand même certaines compétences. Et puis, c'est vrai que pour la RPA classique, alors il faut quand même une petite logique de programmation, etc. Mais on arrive, comme tu dis, sans avoir un master à l'EPFL, à mettre quelqu'un qui fait bien ça. Mais tu as tout à fait raison que pour le développement traditionnel, ça ne marcherait pas parce que c'est deux compétences totalement différentes. Oui, je trouve que ça prend beaucoup de temps. Et, je veux dire, quand on programme, on n'arrive pas à faire l'analyse beaucoup efficacement. C'est pour ça qu'il y a les business analystes à la base. Mais ce n'est pas parce que vous ne savez pas développer un RPA que vous ne pouvez pas apprendre. Voilà. Et puis, la dernière, c'est RPA Operations. Donc, souvent aussi, ça peut être aussi le même développeur, mais donc c'est des personnes qui vont intervenir chez un client en cas de panne, et donc de besoin de support. Et disons, ça va être la même personne si c'est un robot qui n'est pas critique, parce que c'est bien que ce soit la même personne qui intervienne dessus. Par contre, si c'est un robot, il faut, comme j'ai dit avant, il faut intervenir dans la demi-journée. Ce n'est pas sûr que le développeur qui a mis ça en place, il soit disponible, donc il faut qu'il y ait d'autres personnes qui soient là exprès pour ça. Et c'est aussi là où la gouvernance elle est importante, ça veut dire qu'on va mettre des règles de développement, de bonnes pratiques de développement pour que quelqu'un qui puisse reprendre le code de quelqu'un d'autre le comprenne facilement et puisse intervenir facilement. Donc, ça, c'est une structure plus compliquée. Et puis, ça donne un peu, alors on ne va pas aller dans le détail, mais ça donne un peu justement comment est-ce que les différentes parties prenantes interagissent dans chaque étape du processus de développement. Voilà. Donc, on a vu les objectifs, la structure organisationnelle et bien l'architecture IT. Super compliqué. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a au milieu, l'orchestrator, c'est ce qui permet un peu d'orchestrer le tout. C'est un dashboard on voit les robots, on peut les lancer depuis là, on regarde comment ils sont utilisés, etc. Il faut aussi des studios de développement donc, qui sont là pour construire les robots. Il faut des robots de test pour pouvoir tester avant de déployer. Et puis ensuite, dans les différents... donc là, on voit que c'est des environnements partagés en deux départements. Ils ont des robots unattended et attended. Et donc, on arrive à partager. Donc, ce qui est important, c'est vraiment de faire une séparation entre le développement, le testing et la production, comme en informatique traditionnelle. Et puis après, le reste, c'est assez modulable. Et puis, ça dépend justement de quels sont les objectifs de l'entreprise, des contraintes aussi par rapport à la sécurité, des choses comme ça. Donc, les questions qui viendront par la suite. Quels sont les 3 piliers d'une stratégie d'automatisation? On vient de les voir. Et donner 3 rôles clés d'un centre de compétences en automatisation. Vous avez de la chance, il y aura déjà des réponses à choix multiples. Donc, il n'y a pas besoin de se souvenir de tout. Voilà, le rôle d'un business analyst dans un projet. Donc, le business analyst, il vient dès la période, dès l'étape de process discovery. Et donc là, il vise un peu à cadrer l'identification de ces processus avec les gens du métier, on va dire. Donc, comme j'ai dit, la première étape qui est assez importante, c'est de bien comprendre est-ce que la RPA, c'est la bonne technologie pour automatiser, ou est-ce qu'il n'y en a pas une autre, ou est-ce que ce processus ne se prête pas à l'automatisation, ou est-ce qu'il se prête à l'automatisation, mais il faut le simplifier. Parce que sinon, vous allez dans des directions qui ne font pas de sens, et puis du coup, qui vont tuer la rentabilité du projet.
Donc là, c'est ce que je mets ici en avant, automatisation traditionnelle des systèmes. Hein, donc on va demander à l'IT de s'en occuper. Ce qui est bien, c'est qu'on va leur demander ça, ils vont mettre sur une pile, et puis peut-être dans 6 mois, ils s'en occupent. Donc, comme j'ai dit, un des gros avantages de la RPA, c'est que c'est drivé par le business normalement. Donc, ça répond à un besoin métier et ce n'est pas quelque chose qu'on va mettre sur une liste d'attente de l'IT qui est la priorité numéro 47. Donc, si le business il a besoin de ça pour dans un mois, avec la RPA, on arrive à délivrer. Aussi, la restructuration, optimisation des processus est aussi liée à, par exemple, on a un nouveau software qui va arriver, mais dans 2 ans pour faire ça. En attendant, on doit couvrir l'existant. Est-ce qu'on continue à le faire à la main ou est-ce qu'on le fait en RPA? Donc, c'est une solution. Aussi, il y a pas mal d'entreprises qui outsourcent certaines fonctionnalités, hein, comme par exemple la facturation. Là, ce sera une possibilité de ramener ça dans l'entreprise. Donc, la dernière alternative à ce genre de choses, c'est de la robotique. Voilà. Donc, dans ces Discovery Workshops, on va utiliser, donc le business analyst va utiliser nous, ce qu'on appelle un Process Assessment Template. Donc, c'est simplement un Excel qui contient ces différents champs. Donc là, l'idée, c'est de faire un premier état des lieux qui nous permet de bien comprendre ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable, mais sans rentrer non plus trop dans les détails. Pourquoi? Parce que dans un Discovery Workshop, on ratisse large. On va essayer en 2 heures, 4 heures de prendre un maximum d'informations pour avoir une idée du potentiel global et on ne veut pas chercher à avoir toutes les spécifications de développement. Donc, c'est pour ça qu'on utilise ce template. Et puis là, vous voyez les différents champs. Donc, voilà, pour quel département ça va être fait, le nom du processus, qui est l'expert du processus, le nombre de ressources qui sont allouées à ce processus, le nombre de cas, est-ce que c'est fait toutes les semaines, toutes les années. Donc là, j'ai dit, hein, la faillite, c'était quasiment tous les 2 jours. Après, il y a des processus qui viennent une fois par année, par exemple en fin d'année pour réconcilier des comptes ou clôturer des comptes. Et puis là, c'est beaucoup de travail pendant un mois. Donc, même si c'est utilisé une fois par année, ça fait sens. Donc, la fréquence, hein, comme j'ai dit, voilà, aussi là. Et puis ensuite, combien de temps en moyenne ça prend de faire cette recherche? Combien de temps ça prend en moyenne de faire cette réconciliation, de créer ce fournisseur dans SAP? Et puis là, on arrive à faire notre petit calcul pour faire le business case. Donc, est-ce que le processus est manuel et répétitif? Oui, c'est un bon indicateur. Non, on oublie. Est-ce qu'il est basé sur des règles bien définies? Donc, ça, de nouveau, très important. Si chacun le fait à sa sauce, on ne va pas s'en sortir. Donc, c'est vraiment pour les entreprises qui sont très procédurales. Est-ce que les inputs ils sont standards? Là, je reprends l'exemple de la facture. Les factures, elles ne sont pas standards. La feuille du commerce, elle est standard. Voilà. Est-ce qu'on doit lire du texte libre, hein? De nouveau, un robot, ça ne sait pas comprendre un paragraphe. Ça ne sait pas prendre le mot intéressant dans le paragraphe. Après, il y a d'autres technologies, ça s'appelle NLU, Natural Language Understanding, qui permettent de comprendre un texte, et donc qui sont complémentaires et qui font de l'hyper-automation. Ensuite, le type de data qu'on va rentrer. Voilà. Est-ce que le système il va être changé prochainement? Est-ce qu'il y a des parties du processus qui finalement sont déjà automatisées et le robot il va devoir interagir avec cette autre partie du processus qui est déjà automatisée? Pourcentage d'exceptions inconnues, donc ça, vu qu'elles sont inconnues, c'est un peu difficile de les donner. Est-ce qu'il y a un environnement de test qui est disponible? Ça, c'est important, hein, parce que, comme j'ai dit, on ne veut pas écrire sur des bases de données, par exemple, des données qui sont fausses parce que le robot il a mal été fait, donc c'est assez important. Et puis aussi, les entreprises qui travaillent, par exemple, avec Citrix, c'est assez compliqué parce qu'on travaille avec des sélecteurs. Donc, un robot, des sélecteurs sur un ordinateur, il arrive tout à fait à les faire. Quand il voit une image, il n'arrive pas. Donc là, il y a de nouveau besoin d'une technologie complémentaire qui s'appelle Computer Vision et puis qui arrive à identifier les champs sur une image, donc par exemple Citrix. Et puis voilà, donc là, je vous ai montré rapidement quels sont les différents critères. On en a parlé avant déjà, mais donc, pendant le workshop, on va vraiment parler avec le métier, leur demander d'expliquer les différents points qu'on a vus là. Et puis à la fin, ça va nous permettre de faire cette matrice. On retrouve ici. Voilà. Alors ça, je vous ai mis, c'est un qu'on a fait avec une banque il n'y a pas très longtemps. Et puis, alors là, c'est que pour un département.
on voit que dans tout ça, il n'y a pas de quick win. Donc là, ce qui est marqué priorité 1. Par contre, on voit, il y en a, là, les petits soldes, retraite, majorité. En fait, ils sont assez rapides à développer, mais ils ne ramènent pas beaucoup. Et puis, en fait, ceux qui sont intéressants, c'est dans la prio 2, donc c'est pour les changements d'adresse. Donc, c'est juste bêtement informer le système que le client a changé d'adresse. Et puis l'autre, c'est le retour courrier. Donc, c'est que chaque année, la banque, elle envoie au début de l'année une série de courriers à ses clients, notamment pour les impôts. Et puis, il y a ces courriers qui reviennent parce que les adresses, elles ne sont pas justes. Et puis là, je ne sais plus combien on était, plus de 2000 heures de travail pour gérer ces retours de courrier. Donc là, on va automatiser ça. Et puis alors, on n'arrive pas à tout automatiser. Hein. Les courriers qui reviennent, il faut encore les ouvrir. Hein, voilà. Mais derrière, on arrive à lire les adresses et puis du coup, jusqu'à aller chercher la nouvelle adresse sur différents sites Internet. Et si ce n'est pas le cas, de faire un email au client qui va nous donner, on espère, une réponse là-dessus. Donc là, c'est l'humain qui reprend à la fin du processus la main. Donc, une question. Oui. Si vous avez les deux axes, complexité, développement et bénéfices, Oui. en tant que temps gagné, mais est-ce que vous êtes arrivé une fois d'avoir un processus qui est peut-être pas dans les priorités 1, mais dans lequel vous vous êtes rendu compte qu'il y a un gros risque d'erreur de saisie, par exemple, que ça rajoute, il y aura un critère, par exemple, de fiabilité. C'est super parce que ça rebondit magnifiquement bien sur cet exemple. Donc là, avec ce client, on a décidé pour la première année d'aller dans un seul département pour qu'eux, ils apprennent à maîtriser tout ça. Et puis, il y a un autre département qu'on a entendu parler, qui ont vu la démo du robot, et puis qui sont venus vers ce département et qui ont dit, les gars, nous, on a un truc super important, on aimerait bien le faire. Puis en fait, c'est pour des mandats de conseil, donc de conseil bancaire. Puis là, l'erreur qui coûte cher, c'est que si tu te trompes de client, puis que tu envoies une information d'un client à un autre client, il y a un gros problème. Donc, le robot, il permet juste de faire une dernière étape, deux dernières étapes qui sont assez time-consuming, mais ça va. Mais comme ça, on est sûr que le client reçoit la bonne information. Et donc, voilà, sur ce cas-là, c'est super pertinent par rapport à ce que tu as dit, parce qu'ils ne sont pas partis dans cet objectif, mais directement, ils ont dit, nous, on n'a pas le droit à l'erreur, et on a compris que le robot, il nous permettrait de ne pas en faire. Est-ce qu'on peut avoir la priorité pour développer? Donc, ça arrive aussi, c'est ça ma question. Ça peut arriver. Mais c'est rare, j'imagine. Oui, c'est rare. Après, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a des erreurs qui sont rares, mais qui te coûtent très cher après. Parce que tu as fait tout un processus, tu dois revenir en arrière, tu as peut-être déjà engagé des fonds, tu as ci, tu as ça. Donc, c'est aussi là qu'il faut réfléchir, c'est OK, j'ai peut-être une chance sur 100 de faire une erreur, mais elle me coûte combien cette erreur? Et puis, si elle te coûte plus cher que le développement du robot, développe un robot. Voilà. Donc, Michel, si je peux me permettre, juste, je crois que c'est plus ou moins la même question, rapidement. Donc, lors de la mise en place d'un RPA, si lors de l'analyse des données, on remarque certaines anomalies, on peut mettre en place un autre RPA pour corriger ces anomalies. Alors, oui et non. Donc, trouver des erreurs, on va dire. On peut avoir un RPA pour corriger l'intégrité des données, en fait. Oui, et puis, alors, on peut avoir un RPA, on va lui dire, toi, tout ce que tu vas faire, c'est de corriger les données. On peut sinon dire sur le même robot, et là, je te donne l'exemple, je te prends l'exemple des adresses. Si tu donnes à un robot par exemple, un nom de Monsieur Muster avec un U umlaut. Des fois, le umlaut, on l'écrit juste U, et puis d'autres fois, on l'écrit UE. Ça, le robot, si tu ne lui apprends pas, il ne va pas voir que c'est la même personne ou que c'est la bonne adresse, etc. Donc là, il y a deux possibilités. Soit effectivement, il y a trois possibilités. La meilleure possibilité, c'est de dire aux gens en amont, les gars, vous écrivez correctement maintenant le truc. Et puis nous, on a pas mal le cas dans les entreprises où en fait, ils sont contents parce que ça leur fait faire, ça a permis d'améliorer la qualité du travail d'un autre département pour que le robot il soit mieux nourri. Donc si les gens ils suivent la procédure, comme j'ai dit, on suit un process qui est bien établi. S'ils suivent le process qui est bien établi, normalement, on n'a pas trop de problème. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, effectivement, on pourrait dire à un robot, maintenant, tu prends tous les umlaut, les UE, et tu normalises de cette ou cette manière. Ou sinon encore, dans le robot
lui-même qui fait le processus de changement d'adresse, tu lui ajoutes cette étape de vérification. Et puis, ça va être la même chose pour, par exemple, si tu écris avenue, si tu écris AV point, bah, le robot, il ne sait pas que c'est une avenue. Donc ça, il faut aussi lui dire de traduire. Voilà. Est-ce que ça répond à la question? Très bien, oui, je te remercie. Avec plaisir. Alors, je continue. Ah. Non, il n'y a pas d'autre question. Je ne dis pas trop de bêtises. Tu m'arrêtes. Hein. OK. Donc là, on a fait la première étape. Et puis, la deuxième étape, c'est celle où on va détailler le processus. Et donc là, il faut juste que je m'arrête parce que je vous ai sorti un document. Et c'est ce qui s'appelle un Process Design Document, donc qui sert vraiment à spécifier le robot. Voilà. Oula, ça lag, ça lag, ça lag. Qu'est-ce qu'on voit, Minéa? Rien. Hein. On voit mon écran en entier? On voit le slide. On voit le slide. OK, alors que j'arrête de présenter. OK, voilà. Je fais comme ça. Super. Alors, un petit instant, parce que j'avais bien fait mon cours quand même. Voilà, et puis on y est. Essayer de cacher la part Zoom si tu arrives, et puis aussi on va dire ça. La barre Zoom en haut. C'est pas un souci. Ou alors au moins les vignettes là. Ouais, ça c'est bon, ça je te l'enlève sans souci. Et voilà. Donc, un process design document, et c'est là où le business analyst rentre en jeu vraiment. Donc là, j'ai repris le processus des faillites qu'on a vu avant, une petite continuité. Donc, on explique, première page, qu'est-ce qu'il vise à faire, aussi que la banque, elle a vu comment fonctionne le robot, puis qu'elle l'accepte. Tous les clients, c'est important quand on déploie un robot, que le client il l'accepte. C'est comme ça, après, la responsabilité de son côté, pas de la nôtre. Voilà, alors on va voir les différents champs. Hein. On va juste mettre, ici, c'est du côté du client, qui est l'automation lead, qui est l'automation ambassador. Derrière, en dessous, on voit en fait les différents développeurs et puis qu'est-ce qu'ils ont fait et quand est-ce qu'ils l'ont fait. Et puis aussi qui est responsable de quelle tâche. Donc là, c'est vraiment un document qui permet de cadrer le projet. Et donc, ensuite, on va aller dans le détail. Donc, les informations de base, les mesures de performance, comme on a parlé avant, la description du processus, la spécification du robot, et puis l'évaluation des risques, et puis l'opération. Donc, hop là. Information de base, ça reprend grossièrement tout ce qu'on a déjà vu jusqu'à maintenant. Je ne sais pas si je peux peut-être un peu agrandir. Voilà. Hop, un peu, j'ai dit. Ah, ça ne sert à rien. Super. Voilà. Nom du processus, comme on a vu, description. Qui est responsable du processus? Donc, c'est la personne qui l'exécute normalement, ou le chef d'équipe, qui est l'adjoint. Qui est le responsable du robot. Là, on voit ici que c'est la même personne qui est responsable du processus. Elle devait l'exécuter avant. Maintenant, elle doit vérifier que le robot l'exécute correctement. Donc, typiquement, s'il y a un problème de panne, c'est cette personne qui va contacter soit le centre de compétences, soit le partenaire externe pour lui dire qu'il y a un problème. Ensuite, on va déterminer le volume et puis donc, combien de fois il est fait par semaine, puis après la durée en fait, de ce processus. Ici, le type de robot. Est-ce que c'est quelque chose qui va tourner sur l'ordinateur ou de manière cachée sur une machine virtuelle? Comment est-ce qu'il se déclenche? Alors ici, on a un... Bon, je ne vais pas rentrer dans le dispatcher performer, mais tous les matins, il se déclenche à 10 heures. Comme j'ai dit, ça peut être, il se déclenche parce que donc le robot, on peut lui faire une boîte mail, et puis quelqu'un peut envoyer sur la boîte mail un fichier Excel au robot, et puis quand il reçoit ce mail, il se met en route. Quel droit aux applications doit avoir le robot pour se connecter et puis pour pouvoir travailler? Quelles sont les exigences d'audit qui sont liées à ce processus? Donc, le robot, de toute façon, il fait des logs, on voit ce qui se passe, mais on peut lui apprendre à faire des rapports de ce qu'il a fait, plus ou moins détaillés. Il peut même faire des rapports dans PowerPoint, remplir des données dans un PowerPoint qui est déjà fait. Et puis, finalement, épargne et bénéfices calculés. Donc là, c'était 468 heures par année. Donc,
25% du travail de quelqu'un. Donc, on a mis les mesures de performance et l'économie de temps. Il y a aussi l'amélioration de la qualité, moins de faux positifs. Satisfaction des employés. Donc, le gars, il est content de ne plus avoir à faire ça tous les 2 jours, là, de d'éplucher ses listes. Et puis, finalement, acceptation du robot. Donc, c'est que les gens, ils sont contents de l'utiliser et que c'est facile de l'utiliser. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on mesure la performance. Et puis ensuite, la description du processus. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que c'est l'input d'entrée. Là, sur l'exemple de la faillite, donc c'est vraiment la donnée qui se trouve sur le site de la FOSC. Ça pourrait être une liste Excel, ça pourrait être autre chose. Et puis, après chaque étape, et puis qu'est-ce qui va ressortir de chacune des étapes. Donc, ça, vous connaissez bien, j'imagine. Et puis là, on voit, ça interagit avec les applications. Donc, il y a le site de la FOSC, il y a Finova, qui est le CRM bancaire, il y a Excel, etc. Il y a la boîte mail. Donc là, on a vraiment, en gros, l'intitulé, on va dire, de la spécification. Ensuite, on fait un diagramme, simplement comme ça, pour dire quelles sont les étapes et puis donner un visuel. Et puis, dessous, corollaire de ce visuel, on va aller vraiment dans chaque étape, de dire qu'est-ce qu'il fait. Et puis là, c'est important, c'est de mettre des screenshots, vraiment des applications, et puis de quel champ on parle. Donc ça, on va avec le métier, il nous explique, on fait ce document, et puis déjà, la première vérification, c'est de redonner le document métier, puis de dire, voilà, est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que j'ai bien compris ce que tu m'as expliqué? Donc ça, c'est la première validation. Et puis ensuite, on fait le robot, puis on le fait fonctionner, puis on regarde qu'il fonctionne selon ça. Voilà. Donc, je ne vais pas aller dans toutes les étapes, mais on voit vraiment, voilà, il y a tout qui est détaillé là-dedans. Et puis ça, c'est très important. Vous pourriez faire un robot sans passer par cette étape, et puis quelqu'un qui fait un petit truc pour une entreprise, il le fait, il comprend, c'est simple, il le fait à la main. Moi, j'ai le cas d'un client comme ça, qui est une ONG qui voulait pas trop investir au début, et puis qui maintenant, au bout de 3 ans, est vraiment très content d'avoir ce robot. Mais à chaque fois, là, par exemple, Internet Explorer va être décommissionné. Vous devez sûrement le savoir. Donc, il faut lui dire d'utiliser Chrome ou maintenant, comment ça s'appelle, Edge. Voilà. Et puis, lui, il a le problème, c'est que c'est un petit client. Et puis, qu'à chaque fois, il me demande une chose ou 2 par année. Donc, à chaque fois, je ne peux pas lui envoyer le même développeur. Il me dit, mais à chaque fois, on perd du temps, il y a du handover, etc. Moi, c'est un client que j'ai repris. Et je lui dis, mais est-ce que tu as fait un process design document? Il me dit, non, au début, on a voulu aller vite, que ça ne coûte pas trop cher, etc. Je lui dis, tu as voulu aller vite, maintenant, ça te coûte 2 jours de handover à chaque fois. Donc, un truc qu'on pourrait faire en 2 jours, on le fait en 4, tu en payes 4. Et puis, au final, si tu avais fait un tout petit peu plus d'investissement au début, ça te coûtait beaucoup moins cher. Puis, donc là, j'ai réussi à le convaincre de dire que la prochaine fois, on refait un PDD. Et comme ça, le développeur, business analyst en plus, peut juste reprendre ce document, le compléter et n'a pas besoin de passer du temps avec cette personne pour qu'elle explique comment fonctionne le robot. Si vous me permettez une question de quelqu'un qui ne connaît pas le métier, ça veut dire que ce document-là remplace un diagramme de BPM, par exemple? Oui, alors, exactement. Après, là, on a un diagramme, ça c'est du PowerPoint, on peut le faire par visio. Et puis, nous, vraiment le mieux, c'est quand on va dans une entreprise et puis qu'ils ont le diagramme BPM déjà. Parce qu'au final, il n'y a que besoin de le reprendre. Et puis, ce qui va changer entre le diagramme BPM et puis ce document, c'est par rapport à des comportements spécifiques du fonctionnement du robot. Ça veut dire, vu qu'il sait faire des choses, par exemple, de nouveau, le cas des faillites est très intéressant parce que quand on a commencé à faire ça, et on a fait pour beaucoup de clients, on est passé par l'interface web. Aujourd'hui, on peut faire un call API. Donc, ça veut dire juste il communique, il n'y a pas d'interface qui est pris là-dedans. Et donc, c'est pour ça que là, il va y avoir une différence entre ce qu'il y aurait dans le diagramme BPM et dans ce document-là, parce que maintenant, il va lui dire, OK, dans le BPM, le gars fait comme ça, mais nous, avec le robot, on passe par une API. Donc, elle est là la différence, en fait. Alors ça, c'est le meilleur truc, c'est que s'il y a déjà tout qui est documenté, on gagne en temps et en précision. Du coup, est-ce que c'est que vous mettez ce qui est normalement dans un SDD, dans un PDD? Ça dépend, en fait. Parce que, si tu veux, le SDD, on va le faire. Ouais, lui, il connaît bien. Donc, le SDD, c'est vraiment la spécification du robot.
Mais nous, on va le faire que dans des cas très précis. Voilà. Parce que le centre de compétences a décidé, c'est de la gouvernance, hein. Donc le centre de compétences a décidé de fonctionner comme ça, etc. Ça fait gagner du temps. Et puis, on voit que les clients ils sont assez sensibles à ça. Aussi, là, voilà, je suis tombé dessus. Ici, on voit, c'est marqué dispatcher. En fait, un robot, on essaie de faire un dispatcher, ça veut dire qu'il va donner des tâches et derrière, le performeur, il va faire les tâches. Donc, en fait, on fonctionne en batch. On donne un ensemble de tâches et puis il y a un robot qui va donner ses tâches, l'autre qui va l'exécuter. Ça peut être fait par le même robot, ça dépend comment est-ce qu'on agence ça. Mais donc, les bonnes pratiques, c'est comme dans une entreprise, il y a un chef qui donne le travail et puis il y a les gens qui les exécutent. Voilà. Et voilà, ici, performeur. Hein. Puis on voit le dispatcher, il n'y a pas vraiment de screen. Hein. Et puis, le performeur, il y a des screens parce que lui, il travaille vraiment avec les différents programmes. Donc voilà, j'ai du caverder pas mal de choses. Monitoring et controlling. Donc là, comment est-ce qu'on fait? Dans beaucoup d'entreprises, en fait, on a des listes Excel qui permettent, comment ils appellent ça? J'ai perdu le nom. Mais donc, en fait, le monitoring et le controlling de qu'est-ce qui a été fait, de comment est-ce que ça marche, ça se fait tout par Excel, là, ici. Et puis, protocole et audit, sur celui-là, c'est le processus des faillites. En fait, on ne touche pas à de la donnée client. On flag un client qui est en faillite. Donc, en fait, là, la FINMA, par exemple, elle ne demande pas des règles d'audit particulières. Donc, qu'est-ce que ça va être? Juste les logs dans l'orchestrator. Donc, on sait qu'on les a de côté. Le jour où on nous demande, on peut aller fouiller là-dedans, mais ça ne met pas un rapport spécifique là-dedans. Où est-ce que est hosté le code? Lecteur partagé et boîte aux lettres de groupe. Donc là, je pense que c'est l'adresse email du robot, voilà. Et puis, évaluation des risques. Donc, en fait, comme j'ai dit, là, c'est des problèmes de criticité du robot. Quel est le risque s'il y a une erreur? Quel est le risque si ça ne marche pas? Et puis, ici, les deux plus hautes, c'est, pour moi, c'est en fait la fausse personne en faillite. Pourquoi? Parce que ce robot, il ne fait pas… Alors, dans cet exemple-là que je vous ai montré avant en vidéo, il ne fait que identifier. Nous, le robot là qu'on a fait, que je vous montre sur cet exemple, il va faire plus loin. Quelqu'un en faillite, il va aller bloquer ses comptes. Donc, si vous n'êtes pas en faillite, mais que vous avez le même nom d'entreprise et qu'on vous bloque vos comptes, et là, il y a un problème. Donc, c'est pour ça qu'on évalue les risques, là, et puis on met est-ce que c'est haut, est-ce que c'est bas, les probabilités que ça arrive, et puis comment est-ce qu'on pourrait réduire ça. Et puis, finalement, voilà. Ici, comme j'ai dit, c'est qu'est-ce qui se passe si le robot il est en panne, et puis quelle est la procédure à suivre dans le cas où il est en panne. Voilà. Donc après, là, comme l'a fait remarquer Jean-Philippe, hein, ça, vous pouvez le faire vous-même si vous n'êtes pas développeur. L'étape d'après, c'est d'aller vers le SDD, qui est plus la spécification du robot en elle-même. Nous, dépendamment des cas, on mélange les deux. Et donc là, c'est là où le business analyst ne pourrait pas aller vers le SDD parce qu'il ne sait pas développer un robot. Et donc tout ça, il devrait être capable de le faire, donc de vraiment faire la spécification de comment est-ce que l'humain l'utilise. Enfin, utilise, ou je dirais plutôt comment est-ce que l'humain fait le processus. Donc, voilà pour cette partie. Je vais revenir sur la présentation. Oui, j'écoute. Dans le cadre des tests, on utilise aussi des robots comme Selenium. Quelle est la différence? Ça paraît très proche, en fait. Alors, c'est une excellente question. C'est un super topic maintenant d'utiliser la RPA. Donc, Selenium, moi, je ne suis pas un professionnel de l'application testing, mais la question, c'est est-ce que Selenium il peut interagir correctement avec toutes les applications? Moi, beaucoup de… je te parle d'un cas maintenant que je suis en train de faire. C'est une entreprise qui utilise… alors, ils ont une logique CI/CD. Ils ont Jira pour faire les spécifications de tests, X-Ray pour les créer. Ils ont du Jenkins pour faire le CI/CD.
Et puis, ils ont Boozeng pour faire l'automatisation des tests, mais c'est que sur du web. Et Boozeng, il ne sait pas interagir avec une application que cette entreprise a développée en interne. Donc aujourd'hui, ils font 2 releases par année parce que la période de testing, elle dure 6 semaines. Donc ces tests de non-régression, on ne teste pas les nouvelles fonctions, hein, mais les existantes par rapport aux nouvelles. Et Boozeng ne leur permet pas de faire ça. Et eux, en fait, le côté sympa, c'est qu'ils utilisent déjà la RPA et qu'en fait, en utilisant... Alors, on pourrait le faire avec des robots simples du testing, hein, donc de lui apprendre à tester. Mais en plus, ils ont développé donc, les éditeurs logiciels, des robots spécifiques et des produits spécifiques pour faire du test d'application. Et donc, il va leur permettre d'interagir avec cette application interne avec laquelle Boozeng ne saurait pas faire. Maintenant, Selenium, peut-être qu'il te permet de tout faire. Là, il y a un avantage de plateforme et de flexibilité. Ça veut dire que tu as investi un certain montant pour avoir un orchestrator, pour avoir des robots, etc., etc. Et puis maintenant, tu veux faire du testing. En licence, tu mets 10 000 francs de plus, tu peux le faire. Je pense que Selenium, le moins du moins que tu puisses avoir, c'est 20 000 balles par année. Donc, je pense que la différence sur... Il y a sûrement des outils de testing qui te permettent de tout faire, elle va être du prix. Et aussi sur le fait que la personne qui va automatiser ça, non plus pas besoin d'être informaticien, développeur RPA, il sait automatiser ça. Donc, si tu veux, l'approche aujourd'hui des éditeurs logiciels, ce n'est pas de fournir un produit, mais c'est vraiment de fournir une plateforme où il y a, là on va voir après les autres technologies d'hyper-automation, et donc il permet aussi d'interagir peut-être avec des applications avec lesquelles ton outil ne permettrait pas de le faire. Donc, différence de prix et puis apparemment, ils sont flexibilité. Plus d'outils. Oui, plus d'outils, exactement. Ouais. Moi, alors, en projet, je suis assez mitigé de l'utilisation des robots parce que les écrans bougent et puis ils n'étaient jamais à jour. Donc, pour moi, ils avaient toujours une guerre de retard. Mais voilà, ça rejoint ce que tu disais au début, il faut une certaine stabilité sur ce genre de choses. Je préfère utiliser des DVD ou des tests automatisés. Et puis là, tu parles plutôt d'interface web, d'interface... Même interface web, ce n'est pas toujours très stable. Parce que là, pour le web, c'est vrai que le gros truc, c'est que les pages, elles changent souvent. Hein. Et puis, mais par contre, tu prends un SAP, tu as moins de chances que ça bouge. Juste une question technique à propos de ce processus pour les faillites. Puisqu'il tourne tous les 2 ou 3 jours, les personnes qui étaient en faillite le premier jour, le 3e jour, elles vont être détectées aussi en faillite. Non, donc on a de nouveau, pareil, on a une étape de vérification. Comme le faisait l'humain, en fait, lui va vérifier que, ah, mais en fait, j'ai déjà vu ce gars. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'exemple? Il y avait l'Excel, et la dernière case qu'il mettait, c'était concours. Donc, ça veut dire qu'il a pris cet Excel et qu'il l'a déjà flagué comme étant en faillite. Okay. Donc là, il ne fait pas. Mais c'est de nouveau une super bonne question parce que c'est exactement ce à quoi le métier ne va pas forcément penser et ce à quoi le business analyst, alors, vous, avec l'expérience, vous savez quelle question poser, voilà, elle est venue la question. Mais ceux qui connaissent ce truc, c'est les gens du métier. Et puis, ils vont arriver, ils vont dire un peu, ah, mais j'avais oublié qu'en fait, si on venait, on risque d'identifier 2 fois la même personne. Et puis, il y a aussi des cas qu'on peut faire en fait en plus de parce qu'on utilise la RPA, par exemple, si on continue sur cette analogie de scale possible, on peut partir sur le fait qu'on peut faire des vérifications, par exemple, des gens qui sont en faillite. Parce que, par exemple, si je te vérifie aujourd'hui, tu n'es pas en faillite, fine, je vais te flaguer en mode checker et je vais te dire pas en faillite. Mais si ça se trouve, dans une semaine, il y a une catastrophe, l'entreprise est morte. Enfin, et là, peut-être que le cycle, on va pouvoir faire des cycles de vérification plus réguliers, en fait. Là, comme j'ai dit, le gars, il faisait 1 fois tous les 2 jours. Puis maintenant, le robot, il fait tous les jours. Ça ne coûte rien de le faire tous les jours. Ça coûte 20 minutes d'utilisation. Oubliez de préciser, un robot, c'est comme un humain. Il sait faire une chose à la fois et il peut travailler 24 heures par jour. Donc, si on a 2 processus qui doivent tourner en même temps, il faut acheter un 2e robot. Par contre, un robot, il peut faire 25 processus, mais les uns à la suite des autres. Voilà. Donc là, ils disent, en fait, on a un robot qui va faire 6 processus dans celui-là et il sera utilisé 20 minutes tous les jours pour faire celui-là à 10 heures du matin. Mais effectivement, on augmente la fréquence de vérification et ça a pas mal de valeur dans certains cas. Qu'est-ce que j'ai comme exemple là-dedans? Enfin, le nombre de choses, le nombre de clients que j'ai été disent on devrait faire ça, mais on ne le fait pas parce qu'on n'a pas le temps. Voilà.
Mais c'est des mesures qualitatives. All right. Je suis à l'écran, Mina? Sur Zoom, c'est bon? OK. Alors, hop. Donc, les questions qui vont venir après. Quelle est la première chose que le business analyst doit vérifier? Quelle est la principale différence entre un process assessment document et un process design document? Assessment template, hein, je me suis trompé. Et quel est le point critique sur lequel doit se concentrer le business analyst lors de l'établissement d'un PDD? C'est du choix multiple, vous y arriverez. Voilà, introduction à l'hyperautomatisation. Donc, on sort de cette phase simple, basée sur des règles, sans réfléchir, avec un robot tout simple, et on prend le même robot. Et le but de l'hyperautomatisation, c'est quoi? C'est d'élargir les capacités d'automatisation. Donc, je reprends, si on n'a pas une intelligence artificielle qui peut lire une facture ou des factures différentes, la première étape, c'est un humain qui va devoir lire la facture et la rentrer dans un Excel. Donc, on n'a pas couvert de bout en bout le processus, vu que l'entrée est de nouveau faite par un humain. Donc là, on élargit avec ça. Donc, évolution vers une automatisation plus sophistiquée. Et puis, donc, ça permet vraiment de faire du end-to-end process automation, voilà, avec un mix de technologies. Voilà. Ce mix de technologies, qu'est-ce qu'il y a? On va aller du crowd knowledge, qui n'est pas de la technologie, qui est juste une plateforme d'intelligence collective. Je vais vous montrer rapidement ce que c'est. Donc, il n'y a même pas besoin que ce soit technologique pour que ce soit déjà utile. On a vu les RPA est là-dedans. Le task mining, qui est lié au process mining, où je vais vous faire une petite démonstration, c'est une technologie qui permet d'identifier comment est fait une tâche et est-ce qu'elle est automatisable ou pas. Une tâche ou un processus. Task mining, process mining. On peut faire de l'application testing, comme l'a fait remarquer Claude. Machine learning, unstructured data extraction, voilà, c'est un peu la même, c'est lire des documents. Hein. On peut lier aussi avec des chatbots et puis aussi avec des outils de business process management. Ça, c'est assez intéressant parce qu'il y a des outils BPM aussi qui sont juste pour mapper les processus. Il y a des outils BPM qui sont pour mapper les processus et qui ont des fonctions d'automatisation. Et en fait, il faut voir le BPM comme un tapis roulant, donc d'un processus, ou alors peut-être que lui, il va savoir faire une automatisation, mais à une prochaine étape, il va demander à un collaborateur de le faire. Quand le collaborateur redonne le résultat, il avance à la prochaine, il donne un robot. Et donc, nous, on a un processus là dans une banque où c'est une interaction homme-machine. Il y a plus de 10 petites parties de processus qui sont automatisées, mais entre deux, il y a chaque fois une interaction avec un humain. Donc, pour rentrer un peu plus dans le détail, Crowd Knowledge, en fait, c'est juste une plateforme toute simple. Donc là, ça va vous faire par l'éditeur de logiciel RPA UiPath. Et donc, comme j'ai dit, eux, ils offrent une plateforme où il y a plein de choses dessus. C'est ça qui est intéressant. Ou c'est juste une page web où en fait, les gens ils vont pouvoir amener leurs idées d'automatisation. Il y a des gens qui vont pouvoir les valider, les invalider. On va pouvoir rentrer des informations qui nous donnent des retours sur investissement. On va pouvoir voir les différentes composantes qui ont déjà été développées. Donc, ça veut dire, par exemple, un robot qui fait une recherche sur la FOSC. Là, on lui a demandé de trouver les faillites des cantons romands. On pourrait lui demander de trouver les faillites des cantons suisses-allemands. En fait, on reprend le même bout de code et puis on décoche les cases romandes. Et puis, donc, voilà. Si on connaît ce qui existe dans la bibliothèque, ça aide aussi à développer. Voilà. Une communauté d'entreprises pour échanger. Et puis, ce qui est assez important, c'est la performance, les dashboards de performance. Donc ça, c'est le début de l'hyperautomatisation, c'est aussi de pouvoir onboarder les gens qui comprennent, qui puissent participer à l'effort d'automatisation de l'entreprise. Ensuite, le petit outil sympa, qui n'est pas petit, mais qui est très sympa, le process mining. Donc ça, c'est une technologie qui va permettre de sniffer les transactions informatiques faites dans une entreprise sur différents systèmes pour pouvoir, en fait, voir exactement comment est-ce qu'un processus se déroule et puis pouvoir voir les possibilités d'optimisation qu'il y a dessus. Donc, là, je reprends un risque. Je me fais zoom. Alors, hop. Et là, si Internet ne m'a pas lâché, on va pouvoir... Voilà. Ciao.
super. Je repartage ça. Magnifique. Ça, c'est le dashboard de Process Mining. Bon, alors c'est assez lourd à mettre en place, hein. On ne va pas se mentir. Et puis les licences, elles sont encore, bon, c'est devenu plus attractif, mais c'est encore assez cher. Et donc ça, c'est pour vous montrer une fois que tout est en place. Si je mets ça en plein écran, voilà mon ami. Donc là, on voit, super. Ça vaut la peine, ça vaut la peine d'attendre. Ça vaut la peine d'attendre. Voilà. Il est en train de vendre la mèche. Voilà. Voilà. OK. Donc là, on est sur un processus de paiement de facture. Donc, on voit, hein, les étapes simples de recevoir une facture, de la vérifier, de la revérifier, de l'approuver et puis de la payer finalement. Processus assez simple comme ça. On appelle ça le happy flow. Maintenant, si on va un peu plus loin, ici, donc tout ça, ça a été mappé de manière automatique avec les transactions sur l'ordinateur. Donc là, je lui ai demandé de mettre toutes les activités. Donc en fait, lui, là, ce qu'il dit, c'est OK, ton happy flow, on le connaît, super, mais il y a différents champs qui sont possibles. Donc par exemple, là, que le créditeur, il n'existe pas, que quand on vérifie une facture, qu'en fait, il manque des données qu'il faut les checker. Donc là, il nous met un peu les déviations qui sont des sous-parties des parties qu'on a vues avant. Et puis, si on va encore plus loin, ici, en fait, c'est dans les variations. Donc, ça veut dire, ici, on voit, il y a une boucle. Hein. Check final invoice, qu'en fait, souvent, dans l'entreprise, ça revient à devoir refaire une vérification. Donc, très simplement, quelque chose qui nous paraissait simple, comme bonjour, ne l'est pas. Donc là, je vais aller jusqu'à tous les cases. Et puis, si je mets play, il va nous montrer sur une période de 118 jours toutes les exécutions de ce processus. Et donc là, toutes les boules, vous voyez, c'est vraiment comment est-ce que le processus a été fait à une vitesse qui correspond à laquelle ça a été traité. Et puis, on voit, plus on avance, il y en a qui font des allers-retours. Final check, final check, final check, il reste, final check, et puis là, il est fait. Donc, en fait, avec cet outil, vous avez vraiment une transparence de comment sont exécutés les processus. Là, on a vu, hein, en fin de... voilà, merci. En fin de vidéo, on voit qu'il y a vraiment beaucoup d'allers-retours qui reviennent sur le dernier. Donc après, on va pouvoir aller investiguer pourquoi est-ce que c'est le cas. Et puis, peut-être parce que y a un manque de données, les personnes ne sont pas forcément efficaces là-dedans. Un potentiel d'automatisation qu'on voit au début. Alors, on va juste retourner. Merci. Comment on récolte ces données? C'est basé sur un workflow, sur les données de... Non, donc en fait, tu dois vraiment connecter tous tes systèmes, ton SAP, tes choses comme ça, à l'outil de process mining. C'est un boulot énorme. C'est ça, ouais. Oui. Sympa comme ça. Oui, c'est ça qui prend du temps. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un... Là, je vous montre le truc compliqué, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un outil comme ça, il rend des résultats au bout d'un an et demi. Parce qu'il faut de la donnée. Il faut être sûr qu'on a bien tout connecté. Et qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Une banque, c'est pas utile. Une banque, c'est pas utile parce qu'ils n'ont pas assez long process. Par contre, Nestlé, ça, c'est très utile. Parce qu'entre le sourcing et puis la vente de ton produit, tu as vraiment plusieurs étapes et puis tu as un sacré volume. Et puis voilà. Donc, Nestlé, ça fait 5-6 ans qu'ils utilisent ça maintenant. Voilà. Et donc là, comme je disais au tout début, si vous voyez, là ça ralentit. Vous avez vu comme le flow des boules, il ralentit. Là, on peut se dire, pourquoi est-ce que ça ralentit? Parce que les gens, ils ont des choses à traiter. Donc là, on voit qu'il y a un potentiel d'automatisation. Parce que au début, ça va très vite, puis après, ça ralentit. Donc, il y a une raison pour ça. C'est peut-être qu'ils ont d'autres choses à traiter ou trop de choses à traiter. Et puis, voilà, là, je vous ai montré le truc simple. Et puis, si on va dans le compliqué, c'est ce qu'on appelle le spaghetti. Voilà. C'est beau, hein? Puis là, je ne sais pas si j'ose mettre play, mais voilà. Alors, on voit quand même que la plupart des cas, ils vont dans le sens qu'on veut aller, mais on arrive très facilement à identifier les déviations et pourquoi. Et puis, après, il y en a différents degrés d'analyse qu'on peut avoir sur le côté.
Je sais pas, ça pour les business analysts, c'est intéressant, non? Pas trop? Ou bien? Si, hein? Moi, je connaissais des outils de simulation, mais c'est les comptes idéal. Alors que là, c'est un retour d'information des données de production. Exactement. Là, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Ouais. Donc, comme j'ai dit, il faut avoir un vrai intérêt de mettre ça dedans, tant pour le coût des logiciels que pour le prix d'implémentation. Mais c'est vrai que le résultat, tu peux travailler un moment si tu veux faire ça manuellement. Hein. Ouais. Voilà. Beaucoup d'implémentation de ce genre de choses. Ça dépend parce que aussi, si tu veux, une fois que tu as connecté tous tes systèmes, tu peux facilement servir plusieurs processus. Donc après, est-ce que tu veux le faire pour un processus, pour plusieurs? C'est un peu ça la logique qu'il y a derrière. Tu as un coût de setup au début que tu peux ensuite un peu distribuer sur différents cas. Voilà. Mais peut-être passer à la certification, c'est juste… Oui, mais enfin, moi, le process mining dans mon entreprise, on le fait avec un autre outil. Vous faites avec Celonis. Avec Celonis, ouais. Leader du marché pour cette techno, donc c'est pour ça qu'on travaille avec eux. Et le coût d'implémentation, donc clairement, genre, ça, c'est un processus plutôt complexe. Mais parce que quand tu dis connecter, pour toi, ça veut dire quoi? Par exemple, ça veut dire que tu connectes le SI. Ouais, en gros, que ton SAP il arrive à informer des données, des timestamps Oui, parce qu'il y a la phase de connexion où tu connectes ton SI à cet outil. Donc, par exemple, tu prends ton SAP, tu connectes, donc tu crées le bridge pour qu'il puisse avoir des échanges d'infos. Mais après, il faut que tu ailles avec ton équipe IT qui connecte le mapper. SAP, il faut tout mapper. Et c'est ça, en fait, qui prend beaucoup de temps parce qu'il faut mapper les activités que vous voulez voir apparaître dans votre processus modèle, forcément. Mais il faut aussi penser à mapper toutes les autres activités qui sont faites sur ces SI pour qu'après, la techno, elle se dit, OK, là, elle a fait ça et ça. Ah, ça, en fait, ça veut dire qu'elle a payé la facture. Ah, Gisèle a fait ça et ça. Ah, ça veut dire qu'elle a rempli le nom. Et en fait, une fois que c'est bien construit et bien en place, c'est là que ça devient puissant parce qu'alors, on n'a plus besoin d'aller demander aux gens. On a la réalité des data dans un SI en continu. Voilà, business analyst, après, il a plein d'infos pour trouver les causes à tous ces problèmes. Pour toi, tu trouves que la phase de connexion, elle est facile? C'est sûr qu'elle prend moins de temps que de… L'interprétation des données que tu dois la connexion, elle est assez simple. C'est plutôt après le mapping des activités, de créer des activités. Et le pire, pour qu'on comprenne. Il faut qu'on puisse avoir des visuels comme ça. En fait, il faut mapper les activités là. Et des fois, ça peut même être super complexe dans une entreprise qui va, par exemple, avoir plusieurs filiales et que pour des économies, pour des raisons politiques, on n'abordera pas à tout mis sur le même SI et que les gens dans ces filiales différentes aient accès du coup au même SI, mais qu'ils l'utilisent d'une autre manière. C'est-à-dire que, par exemple, ils vont se dire, dans cette colonne-là, on voit cette info-là. Nous, on sait que ça veut dire ça. Enfin, ils n'utilisent pas les SI de la même manière. Standardisation des processus, c'est le même problème. Ouais. Du coup, avec un outil comme ça, on peut quantifier les améliorations qu'on fait d'une année à l'autre. Ah oui, en plus. Qu'on ait tout à fait. Une production similaire. Ouais. Moi, c'est un outil qui permet de détecter le potentiel d'automatisation, mais c'est la moindre des valeurs, je pense. Parce que la vraie valeur, c'est la transparence. Et la transparence a très longtemps. Mais transparence et exactitude aussi. Il y a une grosse différence entre est-ce que le collaborateur dit il fait ça, et puis en fait avec ça, tu peux dire non, mais alors, en fait tu dis que tu fais ça en 2 jours, mais oui, ça prend 10 jours. Olivier, tu as raison. On part maintenant dans des débats éthiques. Et donc moi, les clients chez qui j'ai présenté ça, première chose, mais les employés ne veulent pas être flagués, etc. Qu'est-ce qu'ils font Nestlé? On ne voit pas le nom de l'employé. On sait, on pourrait savoir qui a fait quoi en combien de temps, mais on met en place une gouvernance et une stratégie qui vise à ne pas pointer des gens en particulier et donc qui montrent juste dans cette équipe, ils pourraient faire ça mieux. Et puis voilà. Parce qu'il n'y a pas de sens dans le cas de Nestlé, mais dans les cas de notre entreprise, les questions de sécurité, c'est l'outil idéal aussi. En fait, la technologie, il y a plusieurs manières d'utiliser. Il faut mettre des garde-fous et puis de la gouvernance, des règles d'utilisation par rapport aux différents objectifs qu'on veut avoir. Mais d'ailleurs, les éditeurs logiciels vont dans ce sens. Ça, on vous rassure tous. Ça va dans ce sens parce que eux aussi,
il pourrait avoir des ennuis si, par exemple, tel manager a accès, parce qu'il travaille sur ce projet, a accès à des données d'un département auquel il ne doit pas avoir accès, etc., notamment pour les banques. De plus en plus, il y a des options qui anonymisent les data. C'est le rôle du DPO, ça, normalement, pas dans chaque entreprise. Oui, alors. DPO. Est-ce qu'il y en a un dans chaque entreprise? Non, mais c'est à partir d'un certain niveau, c'est obligatoire. Oui. Quand tu fais un discovery workshop, un governance workshop, tu vas faire venir des gens qui ne sont pas forcément liés directement à la RPA, mais qui vont justement pouvoir te donner les restrictions et les choses comme ça. Donc, c'est très important au début de faire cette phase de gouvernance pour ne pas arriver à des problèmes de données. Voilà. Moi, je veux dire, oui. S'il y a une étape qui est manuelle, de partie du système d'information, mais pas informatisé, je sais que prendre cette information-là et créer une décision. J'imagine qu'on ne peut pas la mettre dedans, donc du coup, comment vous obligez la personne à rentrer une étape qu'elle ne faisait pas avant, qu'elle est informatique. Tu peux dire mettre sur un Excel, par exemple, qu'est-ce que tu as fait? Donc, ça arrive. Mais c'est du bricolage, c'est pas ce qu'on cherche à faire. Hein. Mais tu peux effectivement, mais comme tu dis, ça remet du travail pour la personne. Mais enfin, moi, juste pour être sûr de bien comprendre votre question, la question c'est est-ce qu'on peut faire le robot travaille, il donne un output à un humain, l'humain le traite, et de ça, il a un nouveau output qui redonne au robot, et puis le robot finit, par exemple. C'est que si on fait un process mining, un gros processus, puis on arrive, c'est beau, tout ça, puis on se rend compte qu'à un moment, une étape qui n'est pas informatisée. Donc, on ne peut pas la introduire, on ne peut pas la détecter. Est-ce que là, on oblige à manuellement, mais après, il va saisir quelque chose dans le système. Dans ce cas, tu le reconnectes avec le système, il a donné des données. Peut-être qu'il ne fait pas forcément des informations qui ne sont pas forcément informatisées. Des informations que lui, il a quelque part, puis il prend une décision par rapport à ça. Il y aura probablement un prédécesseur, un successeur. Ça permettra de calculer combien de temps ça a fait. Ah, ok. En plus. On peut faire une sortie. Je veux dire, si on oblige la personne à faire quelque chose de plus juste pour avoir ce beau outil, je pense qu'elle acceptera pas. Si on lui dit, ouais, mais maintenant, il faut que tu marques ça juste pour que c'est ça. Ouais, ça dépend. Comme je te dis, si tu es chez Nestlé et puis que tu es le petit maillon dans la chaîne qui fait que le truc ne marche pas, je peux te dire qu'ils vont te. Oui, et puis si tu ne veux pas, ils trouveront quelqu'un qui voudra à ta place. Et puis à l'opposé, il y a peut-être des processus qui sont sous workflow end-to-end, et puis vous connectez, et puis ça fait la représentation, et le travail est minime. Ça, c'est possible. C'est ça. En fait, c'est un soutien à la digitalisation, si tu veux. Donc, c'est vraiment d'aller de plus en plus vers une logique digitale où tout peut être pris de manière informatique et que c'est bien formaté et que c'est bien agencé pour que ça fonctionne. Ouais. Donc, nous aussi, par rapport à ça, on sous-entend qu'un des avantages aussi, c'est un accélérateur à la digitalisation. Parce que pour faire en sorte que ça fonctionne, en amont, il faut qu'il y ait les bonnes bases. Voilà. All right, j'étais sûr que ça allait vous plaire. Alors, est-ce qu'il bug ou on y est? Une autre technologie, Intelligent Document Processing. Donc là, je mets IDP, NLU. En fait, c'est quoi? Donc, c'est de la lecture automatique de documents avec l'intelligence artificielle. C'est un bien grand mot, hein, mais voilà, ça en fait partie. Et puis, on va aller... il y a ABI qui existe depuis un moment. Maintenant, chaque fournisseur a son propre outil. Et puis, donc, il arrive à lire de la donnée structurée d'une manière différente et à identifier qu'à côté de invoice number, c'est le invoice number, même si une fois il est à gauche et que l'autre fois il est à droite. OCR, ça vient moi, on n'utilise plus ce mot. On utilise, mais si tu veux, l'OCR, c'est pas forcément capable de reconnaître un scan. Par exemple, tu scannes une facture, donc tu es une entreprise, tu as reçu 200 factures le matin, tu mets dans la scanneuse, puis il y en a une ou deux qui sont un peu comme ça. L'OCR, c'est pas sûr ou mal fait, c'est pas sûr qu'il va te le lire, tandis que là, avec ces outils-là, tu as plus de chance. Mais nous, ce qu'on fait toujours, effectivement, on commence sur l'OCR, et puis si ça ne marche pas, on migre sur ces solutions. Et puis le dernier truc qui est vraiment cool, c'est le petit HS, là, ça veut dire Hyper Science. Lui, il sait vous lire du manuscrit. Très, très bien. Donc, quand vous êtes un client d'une banque et que vous remplissez un W8 Ben pour expliquer que vous n'êtes pas américain,
et puis là, je peux vous dire tous les clients des banques doivent le faire. Et ben là, la technologie elle arrive très bien à lire où est-ce que vous avez coché des cases, qu'est-ce que vous avez mis, etc. Donc, on a une énorme économie de temps. Par contre, ils arrivent à un mauvais tournant. C'est qu'on va vers le tout digital et puis ils proposent une solution pour lire du manuscrit. Donc, moi, pas mal de clients chez qui j'ai été, ça nous intéresse, mais en fait, nous, on va plutôt pousser nos clients à remplir des formulaires de manière digitale qu'à les faire à la main. Et donc, on ne va pas investir dans un outil qu'on pense que dans 5 ans, il sera plus utile. Voilà. Pour voir, parce que là, je pense directement au truc, le médecin. Alors, non, la technologie est bonne. La technologie est bonne, mais pas assez bonne pour lire l'écriture de médecin. Typiquement, justement, ils font beaucoup de trucs, pas le médicament en général, il y a beaucoup de trucs manuscrits et qu'il faut numériser. Et c'était pour moi le truc le plus logique, on va dire. Alors, tu me fais bien, tu me donnes des idées, mais à faire des tests. Mais je n'avais pas pensé à ça forcément, non. Ouais. Mais moi, j'ai une question parce que du coup, Abi, je connais, et HF, tu me dis que ça fait de l'OCR plus, fine. Mais du coup, les autres, en IDP, s'ils ne savent pas traiter de l'écriture manuelle, ils font quoi? Il n'y a que Hyperscience qui sait traiter de l'écriture manuelle bien. Abi, Abi, ils ont des OCR quand même, ça veut faire. Sur de la manuelle. Tu me dis s'il te reconnaît un 7 ou un, d'accord? Moi, je peux dire, nous, on utilise des technologies de tous les jours pour justement, on va proposer les meilleurs trucs à nos clients et en manuscrit, on n'utilise que Hyperscience aujourd'hui. Les autres, c'est trop risqué. Je travaille un peu avec d'autres, mais c'est parce que du coup, les 3 autres grands, là, il n'y avait pas Azure et ça va être le machine du coup. Je me demandais, mais du coup, si ce n'est pas une forme de CR, ils font quoi? C'est basé sur un regex, genre des mots qui arrivent à extraire. Exactement, c'est un regex. Ouais. Donc, je vais vous montrer un peu le process de ça. Après, NLU, comme j'ai dit, on arrive à comprendre dans un texte qu'est-ce qui se passe. Donc, par exemple, vous prenez une déclaration d'un accident de voiture et puis vous dites à la technologie, j'aimerais savoir qui sont les 2 parties, quels sont les modèles de voiture, où est-ce que ça s'est passé, à quelle heure ça s'est passé. Et donc, il y a un paragraphe comme ça qui explique tout l'accident. Puis donc là, il va réussir à sortir les choses. Donc là, pour le Intelligent Document Processing, il faut quand même donner un input. Donc, ça veut dire scanner le document. Là, si il y a le thème OCR qui revient, Claude. Comme ça, tu n'es pas triste. Voilà. La première chose qu'elles arrivent à faire, ces technologies, c'est de classifier, de dire est-ce que c'est une facture, est-ce que c'est une déclaration d'accident, de classifier. Et puis, une fois qu'il a classifié, il va extraire les données spécifiques qu'on lui demande. Et puis, c'est des outils où, en fait, on va leur mettre un taux de confiance. S'il pense qu'il extrait bien 95% des données, on ne fait pas de vérification. Sinon, ça met une tâche à un humain. Il a l'image, les données qui ont été extraites, et puis il arrive très vite à voir si c'est les bonnes données ou pas. Et puis finalement, on exporte, par exemple, avec du JSON pour donner à un robot qui va pouvoir, du coup, traiter ça par la suite. Donc là, j'ai un petit exemple. Il marche, il ne marche pas. Alors là, maintenant, il marche. Alors, attention. Je te demanderai de changer d'ordinateur. Oh là là, ouais, c'était trop long. Alors, si ça lag pas, on va quand même regarder. Vous avez mis 2 démos, mais je crois que ça lag. Patience. Voilà. Donc ça, c'est l'outil du UiPath. Comme j'ai dit, c'est une vérification. On voit ici, voilà, on clique. C'est une image qu'il voit, c'est pas du texte. Et donc, on voit à chaque fois, il peut vérifier chaque champ. Et puis, ça lui highlight à droite quel champ, enfin, où est-ce qu'il a la donnée. Et puis, comme ça, il peut faire de la vérification. Ici, on voit qu'il avait 91% de taux de confiance. Donc, c'est pour ça qu'on lui a redemandé une vérification humaine. Donc, voilà. Ça, c'était le cas avec du digital. Et puis, ça, c'est le cas avec Hyperscience et du manuscrit. Je vous ai pris vraiment un cas compliqué. Est-ce que c'est celui-là? Ouais. Donc, vous voyez la mauvaise qualité d'écriture, juste le prénom au début, il a réussi à l'identifier, mais après, il y a des choses qu'il n'a pas réussi à identifier parce qu'il
ça a été barré, remplacé, etc. Donc, c'est assez impressionnant, mais ça ne fait pas encore tout. Donc là, il va maintenant aller corriger, et donc ça lui met, même moi, je n'arrive pas à le lire. C'est mon collègue qui a été peut-être un peu trop loin dans la démo. Mais donc, dès qu'il y a un champ qui ne va pas, c'est assez bien fait, ça highlight, et puis ça demande à la personne de remplir à la place de manière manuscrite. Voilà. Qui, tu dis? Evernote. Il y a eu pas mal de choses. Il y a longtemps. C'est ça, puis en fait, ils n'arrivaient pas à un taux de confiance assez élevé. Et, demander à la main ensuite. Exactement. Donc au final, tu gagnes quand même du temps à faire de la vérification de données plutôt que de l'entrée de données, mais tu as envie d'aller vraiment dans le coin où tu ne touches plus à rien. All right. Voilà. D'autres outils un peu qui servent à l'hyperautomatisation. Donc là, moi, j'ai parlé d'une approche RPA. On passe par l'interface utilisateur. Maintenant, vous avez tous entendu parler des API. Oui, hein. Voilà. Donc maintenant, il y a ces plateformes qui s'appellent Integration Platform as a Service, qui en fait simplement vont se connecter à vos applications qui sont ouvertes avec des API. Et en fait, c'est là un peu qu'est la valeur de la RPA, c'est qu'aujourd'hui, on a encore ce qu'on appelle legacy applications, qui sont vieille école, qui n'ont pas ces connecteurs, et donc on ne peut pas automatiser de manière nouvelle. Et donc, quand vous faites l'automatisation par API, et soit vous le faites au cas par cas, donc vraiment, je veux faire ça, donc je vais aller chercher ce connecteur-là, le mettre avec celui-là, ou sinon, vous avez ces plateformes qui vous permettent en fait au début de tout connecter, et puis ensuite, on va juste faire avec un peu du drag and drop aussi des automatisations. Donc ça, c'est la nouvelle vague. Ça va gentiment remplacer les RPA. À mon avis, dans 10 ans, les RPA, il va y avoir des reliques parce qu'il y aura toujours des entreprises qui auront des vieilles applications, mais il y a tout le monde qui va vers les nouvelles. Et puis, c'est plutôt cette approche qui va fonctionner. Donc, qui dit, je connecte tout, puis après, le métier, il peut se dire, moi, je fais mes connecteurs logiques de manière graphique. Je n'ai pas besoin de savoir développer. Je le fais comme je le faisais un process BPM, en fait. Et puis derrière, tout qui se fait automatiquement. Voilà. Et puis, aujourd'hui, ces solutions-là, elles intègrent des connecteurs RPA, et les solutions RPA, elles commencent à intégrer des connecteurs RPA. Donc, OPA. Pardon? Dans la 4e barre, marqué OPA. C'est une bonne question. Qu'est-ce que c'est? Opération? Non, je ne sais pas. Toi, tu sais, Jean-Philippe? Mais je réponds volontiers à cette question par mail plus tard. Non, là, je ne sais pas répondre. Il ne faut pas oublier, moi, je suis que vendeur. Hein. Je fais des discovery workshops, mais ça ne va pas plus loin. Bon, il y a un terme qui existe. Opération publique d'achat, c'est ça? Offre publique d'achat. Voilà, puis ça, c'était un peu le dernier cas que je voulais vous montrer pour répondre, en fait, service 24 heures sur 24 à un client. Donc, par exemple, je suis client d'une assurance, et puis à 2 heures du matin, je me réveille en me disant, mais qu'est-ce que j'ai comme contrat chez eux? Je n'ai pas envie d'attendre 8 heures du matin. Donc, je vais sur le site, je parle au chatbot de l'assurance, je lui dis, j'aimerais bien savoir quelle est ma couverture, quels sont les contrats que j'ai chez vous. Le chatbot, il va me dire, OK, identifie-toi, comme tu t'identifies en fait pour rentrer sur ta plateforme d'assurance. Quel est ton nom, ton prénom, puis après, tu envoies un SMS, puis tu le rentres dans le robot. Une fois qu'il a fait ça, le chatbot, il va appeler un robot qui va aller chercher tous les produits que j'ai dans le système chez ce client, et donc il va lui envoyer par mail. Et donc, au lieu d'appeler un standard ou qui n'est pas disponible à 2 heures du matin, ça peut être pour plein de choses, mais donc le robot chatbot, il fait l'interface avec la personne, il discute, il comprend qu'est-ce qu'il veut. Quand il a compris qu'est-ce qu'il veut, il va appeler un robot RPA qui va lui faire derrière les actions dont il a envie. Et puis là, j'avais une petite vidéo là-dessus. Ça, c'est nos partenaires EnterpriseBot. Et donc là, on voit vraiment ce qui se passe. Je ne sais pas si c'est... Moi, je vois en tout petit. On voit assez... Mais donc voilà, il y a une conversation entre le chatbot et puis le client. Et puis, on voit là, une fois qu'il va demander, en fait, il ouvre. Donc ici, on est sur l'orchestrator. Donc, on voit juste qu'il a ajouté un job à
à la file d'attente. Donc voilà, il vient de faire un job, statut, et puis là, on voit, il s'exécute. Et puis en fait, après, il va donner le résultat au client. Voilà. Magnifique. Magique. C'est clair. Dis-moi, je te vois Claude qui sait. Tu as dit avant que tu pouvais faire des processus où à un moment il y avait un humain, après qui passait la main au robot et ainsi de suite. Ces orchestrateurs, ils permettent justement d'avoir des écrans pour pouvoir déclencher le robot. Comment ça fait? Alors, oui, mais ce n'est pas comme ça que tu vas vouloir le faire. Alors, interaction machine, on l'a vu avant, vérification de données. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui reçoit une série de tâches et puis qui va devoir ouvrir l'interface web et puis les exécuter. Ça peut être aussi l'approbation d'une facture. Donc, le robot, en fait, il va aller pré-traiter toutes les factures, toutes celles qui sont supérieures à 10 000 francs, par exemple, qui demandent une approbation d'une personne. Il va faire un mail avec un Excel, il va l'envoyer à la personne et puis il va lui dire « Est-ce que tu approuves ces factures ?» Et la personne va devoir juste renseigner l'Excel en disant oui, non, oui, non, oui, non, renvoie au robot et le robot reprend la main. Il y a plusieurs manières de faire. Tu peux faire des choses par rapport à l'orchestrator. En fait, maintenant, l'orchestrator, c'est plus du côté technique, management des robots. Mais maintenant, tu as My Assistant, donc, qui va permettre une vraie interaction homme-machine dans ce genre de cas. Donc, il va lui pop-up, lui dire « Ah, il faut que tu fasses ça, je clique sur ce bouton, ça s'ouvre automatiquement, je le fais, puis le robot. » Enfin, ouais. Et les dernières sets de questions. Quel est le principal avantage qu'offre le process mining? Vous l'avez compris. Comment faire pour traiter une multitude de factures provenant de différents fournisseurs et avec quel outil peut-on fournir des services 24/7 aux clients? Je me pose la question. Merci beaucoup. Merci. 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 Est-ce qu'il y a encore des questions? Oui. Oui. J'ai une question, en fait. J'imagine que lorsqu'il y a une entreprise qui vous sollicite, qui est intéressée à implémenter cette solution, c'est parce qu'ils sont déjà en tête quelques processus qu'ils pourraient automatiser, optimiser, faire de manière autonome. J'imagine. Je t'arrête parce que mon métier, c'est d'aller présenter cette technologie aux gens qui font « Waouh, ça existe !» qui disent « On peut automatiser des trucs. » Ouais. Donc, il y a je dirais, moins de 50% des cas, c'est des gens qui ont déjà commencé à penser à ça. Okay. Quand ils commencent, c'est toi qui leur amènes en fait la vision. Puis, c'était aussi un peu l'idée ici, quand on a discuté avec Claude la première fois, de se dire, vous qui êtes business analyst, de savoir que ça existe maintenant, vous pouvez aussi amener ça dans les entreprises. Voilà. En fait, l'idée, c'est ça. En fait, ce qu'il vous appelle, c'est parce qu'ils sont identifiés ça. Mais pour moi, il y a deux façons différentes de faire. Soit on fait un travail préalable de faire un état des lieux de nos processus et de les revoir afin de savoir si déjà ils peuvent être optimisés pour qu'après vous arrivez, vous faites votre travail et ça s'est fait, et puis après il y a presque pas d'ajustement, ou on peut faire à la sauvage comme ça, donc vous arrivez, il y a ça, vous vous débrouillez, et puis après les ajustements seront plus ou moins lourds. Donc quelle est l'approche normalement la plus donc, reprendre le truc un peu avant. Au niveau financier. Alors, juste le truc avant, quand les gens ils se disent « Ah, mais ça, je pourrais l'automatiser », c'est quoi le premier réflexe, en fait? C'est d'aller voir l'IT. Alors, parce qu'on ne connaît pas cette technologie, on se dit c'est l'IT qui va m'aider. L'IT, je vous garantis, ils ne connaissent pas tous la technologie. Donc, eux, ils vont dire hey, « Ok, pas de problème. Écoute, moi, j'ai 2 déploiements à faire, ça, je te le fais dans 8 mois, ok? Puis ça va te coûter tant. » Donc, ça, quand les gens ils ont un besoin d'automatisation, ils ne viennent pas forcément chez nous. Ou chez Jean-Philippe, ou chez n'importe qui, parce qu'ils ne savent pas que ça existe. Donc là, c'est vraiment important d'avoir un peu moi j'appelle ça des évangélisateurs qui vont dire si jamais ça existe. Ensuite, comment faire? Nous, on a vraiment le cas avec une assurance qui en fait a commencé avec l'RPA il y a 2 ans. C'est dit oui, on peut faire des trucs. C'est nous qui avons été leur faire découvrir. Et puis, on leur a proposé de faire cet état des lieux général. Et puis, eux, ils ont dit non, mais on va le faire nous. Et puis, ils n'avaient pas les bonnes techniques d'identification, machin. Ils ont fait un essai, ils se sont plantés. Ils ont arrêté. Ça fait 2 ans qu'ils n'en font pas.
Et puis moi, ça fait 2 ans que je leur dis, les gars, on fait un truc correctement. Puis maintenant, ils ont enfin décidé de le refaire. Puis là, on va faire un état des lieux général. Donc, je te donne une idée, c'est une quinzaine de milliers de francs d'investissement pour une assez grosse assurance. Et puis là, derrière, ils auront une vraie image claire de qu'est-ce qui peut être automatisé ou pas, et puis de combien est-ce que ça va coûter. Et puis, ça leur permet d'aller voir, de dire, ah, mais est-ce que l'IT ne peut pas le faire? Oui, on peut le faire, ça coûte combien? Ah, bah, ça coûte plus cher ou moins cher que l'RPA, on fait pas, etc. Et donc, de vérifier ces options possibles, mais sur la base de, il y a ce potentiel qui est faisable en RPA, maintenant on choisit, enfin, on vérifie, est-ce qu'il n'y a pas une autre manière d'automatiser? Est-ce que le process ne va pas être changé? Donc, l'approche tactique sur une chose petite, elle est bien pour faire un démonstrateur et donner envie aux gens. Mais après, il faut vraiment faire une bonne étude. Voilà. De toute façon, il y a de la maintenance. Il y a des rôles qui sont nécessaires. Il y a besoin de quelqu'un en entreprise qui soit formé. Alors, est-ce que vous faites un passage de connaissances? Tout à fait. Dans nos services, il y a training and coaching. Donc, malheureusement, on le fait si bien que même il y a des clients, on n'en entend plus parler. Mais nous, notre rôle un peu là-dedans, donc effectivement, moi, ce que je recommande toujours, après, ça dépend du manière de fonctionner des entreprises, mais c'est clair que vous payez un consultant quand vous avez un énorme potentiel, c'est bien au début parce que ça vous aide et puis ça vous permet de faire les choses bien, mais sur le long terme, vous allez payer 4 fois le prix d'un employé. Donc, après, c'est capital expenditure ou pas, voilà, ça c'est une autre question. Au niveau de la maintenance, moi, ce que je recommande, c'est à l'IT d'avoir en tout cas une formation de base pour pouvoir, ne serait-ce que ressortir un robot qui est mal parti ou régler un problème en fait, de communication réseau qui peut faire que c'est le problème, au lieu de tout le temps repasser par nous. Et puis, moi, dans les 3 quarts des cas, c'est comme ça. On forme l'IT pour un minimum, first level support, et puis dès qu'il y a besoin de plus, ils nous appellent. Et puis après, au fur et à mesure du temps, ils vont se dire, il y a cette personne qui est dans le département informatique, on aimerait bien lui apprendre à développer de la RPA, on lui donne une formation, et puis il fait ça time to time, et puis quand il y a besoin d'aide, il nous appelle. Et puis nous, un peu, le rôle là-dedans, on continue, c'est d'amener justement ces nouvelles technologies, la visibilité sur l'hyper-automatisation et les compléments sur ce que ces personnes peuvent déjà faire. Et puis après, un gros problème pour ces entreprises qui en fait n'ont pas le scale pour faire un vrai centre d'automatisation, c'est qu'ils vont former quelqu'un. Et puis moi, j'ai un client, là, ils vont former un gars, il a fait 6 mois, puis il s'est barré. Donc, ils nous ont repris 2 consultants pendant un moment, ils ont onboardé un nouveau gars qu'on va devoir reformer. Et voilà. Donc, il y a vraiment cette idée de centre de compétences qui est centrale. C'est est-ce que j'ai suffisamment de volume pour avoir ces centres de compétences ou est-ce que finalement je passe par un partenaire externe, ça va me coûter cher au début, mais après ça me coûtera moins cher d'avoir un centre qui en fait n'est pas très exploité. Voilà. Donc ça dépend vraiment dans tous les cas. Et moi j'ai c'est pas des clients, j'ai une banque privée, ils ont 6 personnes qui font ça et puis ils automatisent tout et n'importe quoi. Mais parce que la banque, ils ont dit, nous, on met le budget pour 6 personnes et tout ce qu'on peut automatiser, on automatise. Ouais. Donc, ça dépend vraiment de chaque cas. Y a-t-il d'autres questions? Le public digital, y a-t-il d'autres questions? Une petite question, Michel. Pareil, donc, c'était concernant la RPA en général. Je voulais savoir si elle fait partie ou bien est-ce que c'est une étape du machine learning? Ça veut dire que… Ouais, enfin, peut-être que tu as compris ma question. Pas du tout. Ça peut aider au machine learning, justement pour travailler des données en amont, etc. Mais c'est la RPA simple, c'est tu donnes à un singe à qui tu as appris à faire quelque chose, mais qui va. Donc non, c'est pas une étape du machine learning, non. D'accord, c'est de l'intelligence artificielle étroite en fait par rapport à l'intelligence artificielle générale. Ouais, non, en fait, c'est ça à laquelle tu apprends, mais non pas qui réfléchit par toi-même. C'est là où il y avait le robot au début. Et vraiment, je fais la différence entre les RPA qui est bête à mourir et il ne faut vraiment pas mettre le thème d'intelligence artificielle derrière. Des outils qu'on peut liés à la RPA et qui là peuvent être d'intelligence artificielle, mais en réalité, non, ça n'en est pas. C'est un buzzword d'intelligence. Il ne faut pas utiliser machine learning. Mais c'est une étape.
à ouvrir la possibilité plus tard à la machine d'apprendre. Ça veut dire qu'elle devrait avoir déjà… Ça, de toute façon, juste comme je disais, c'est une étape pour la digitalisation parce que pour que ça fonctionne, il faut que tu aies des données qui soient correctement formatées, il faut que tu aies un processus qui soit bien décrit et qui soit bien suivi. Donc, du machine learning avec des données qui ne sont pas propres, ça ne va pas marcher. Donc, déjà, juste au niveau culturel, d'arriver à dire aux gens, bah, mettez des bonnes données, rentrez les données correctement pour que ce soit exploitable, c'est une chose. Et puis, comme j'ai dit aussi, bah, toutes ces choses qui sont notées d'une manière différente, donc avenue qui est notée AV, route qui est notée RTE, eh ben, tu peux utiliser un robot qui va te transférer ce RTE en route. Et puis comme ça, ton machine learning, il comprend qu'une route, c'est une route. Et puis que voilà. Donc c'est là où ça aide. Mais ça n'en est pas. Très clair, merci beaucoup. Bien.